OK, donc on va regarder ensemble le cas de Luc et Marie. Comme je vous le disais, si on n'a jamais fait ce type de problème-là, de mise en contexte, c'est sûr que c'est complexe à intégrer. Puis, il y a quand même de la structure, de la méthodologie un peu, là, de la priorisation. Il y a différentes façons d'y arriver, mais il y a comme des incontournables. Il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, c'est un peu ça le but de la rétroaction ici. Je vais lire quand même rapidement avec vous l'énoncé, juste pour vous dire les petits indices que je laisse ici et là dans l'énoncé, ou comment on devrait réagir à l'information, selon moi. Alors, on a Luc et Marie, ils sont mariés. Bon, là, dès le départ, puis juste vous dire, à l'examen, c'est tellement facile, faites attention, travaillez pas trop par analogie, dire ouais, le cas en classe, c'était comme ça, il faut que ça donne ce résultat-là, ou c'est ce genre de démarche-là. Il faut absolument comprendre parce que c'est tellement facile pour moi de tout changer en changeant un mot, là, littéralement un mot. Et si je ne sont pas mariés, c'est une solution complètement différente. Il faut comprendre les mots qui sont là, puis réagir en fonction de l'information. Alors, le couple est marié. Fait que quand je vois ceux qui sont mariés, OK, je le sais, il va y avoir du patrimoine familial. Ah oui, il va y avoir du régime matrimonial. Puis, c'est pas de testament, mais ça va être un tiers, deux tiers. OK. Tu sais, je sais tout ça, juste quand je vois le mot marié. Si je ne vois pas le mot marié, je me dis, OK, j'espère qu'il y a un testament parce que cette Marie-là, elle n'a rien. Elle n'a rien, 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 rien. OK, fait que tout ça, il faut l'avoir en tête. Pas le jour 1, mais à un moment donné, il faut que ça rentre cette histoire-là. D'accord? Donc, ils sont mariés depuis le 8 juillet 1998. Je vous donne bien sûr le régime matrimonial. Ça va changer. S'ils sont en séparation de biens, ça n'aura pas d'impact. Mis à part le patrimoine familial, le régime n'aura pas d'impact. On ne sépare rien. Je vous ai mis en garde la semaine passée. Faites attention. Il est trompeur, ce terme-là. Séparation des biens, ça ne veut pas dire qu'on sépare entre nous les biens, c'est qu'on garde nos biens séparés, on garde nos biens. Faites attention à cette expression-là. Si la société d'acquêt, tantôt je vais la poser la question, comme si Luc et Marie étaient mariés en fonction du régime société d'acquêt, là, il y a une deuxième étape après le patrimoine à calculer très importante, potentiellement très importante. Luc est décédé le 1er juin 2020. Le couple a 2 enfants. Donc, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 5, s'il n'y a pas de testament, ça va être 2 tiers de la masse successorale aux enfants. Ce n'est pas par rapport au nombre d'enfants, c'est la présence d'enfants, oui ou non. L'inventaire des biens du couple à juste valeur marchande, ça va de soi, au 1er juin, donc au moment de son décès. Quand je regarde ça, OK, il y a du CELI. Puis là, évidemment, c'est là qu'il faut être un peu sans reproche ou imparable là-dessus, de dire, OK, j'ai C, là. J'ai C, qu'est-ce qui font partie du patrimoine. Il ne faut pas arriver là, puis, ouais, le CELI, il faut le savoir, là, OK? Fait que le CELI, il n'est pas dans le patrimoine, le REER est dans le patrimoine, le RPE est dans le patrimoine, l'immeuble locatif n'est pas dans le patrimoine. Les résidences, peu importe là, c'est où tu habites normalement ou pas, toutes les résidences du couple qui appartiennent à l'un ou l'autre, c'est dans le patrimoine. Donc, la maison est dans le patrimoine, le chalet, les dettes qui sont reliées à des actifs faisant partie du patrimoine, c'est la grosse logique que ça fait partie négativement du calcul du patrimoine. Puis la marge de crédit, en fait, de beau partie, ça, comme je vous dis, c'est correct. Là, je veux dire, j'aurais pas pénalisé bien fort là-dessus. Là, rendu là, c'est-tu dedans, c'est pas dedans. Normalement, ça ne devrait pas être dedans, parce que ce n'est pas rattaché vraiment à un élément du patrimoine familial. Je donne le détail de l'immeuble locatif. C'est important parce qu'encore une fois, puis retenez ça, c'est pas juste un hasard là, que, hey, c'est drôle, dans tous les codes marques, il y a toujours beaucoup d'impôts sur l'immeuble locatif. Bien, vous pouvez vous dire que les gens qui sont dans l'immobilier, il y a tout le temps beaucoup d'impôts qui les attendent quand ils vont vendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans l'immobilier, mais c'est comme un profil normal. Ben oui, pourquoi, Marc, c'est normal? Ben, je veux dire, tu vends toujours au-delà du coût. Je veux dire, quand tu auras un immeuble locatif 20 ans après, j'espère que tu le vends au-delà du coût, tu comprends? Fait que tu as ça, puis tout l'amortissement que tu as pris, ben, tu vas le récupérer parce que tu vends en haut du coût. Fait que, tu sais, c'est pas un exemple comme ça que je vous dis, ouais, l'immeuble locatif, il y a un gros impact fiscal. Il y a toujours un gros impact fiscal latent. Tu sais, réaliser ça aussi. Donc, effectivement, ici, le terrain, puis le bâtiment, globalement, 480 000, ça vaut 900 000. OK? Donc, retenez le 900 000 va être important dans notre histoire. L'immeuble, bâtisse, terrain, vaut 900 000 Donc, potentiellement, il y a un gain capital ici de 120 000, un gain capital de 300 000, puis une récupération de 130 000. Donc, il y a beaucoup
d'impôt relié à ce bien-là. Alors, qu'est-ce que déjà je t'ai fait penser? Je le comprends, l'enjeu du. J'espère que la dette fiscale, ou pas la dette fiscale, la masse successorale que je vais remettre, la valeur de ce que je vais remettre à Marie, mon Dieu, que j'espère que c'est 900 000 et plus. Vous savez pourquoi j'espère que c'est 900 000 et plus? Parce que si c'est 900 000 et plus, je vais pouvoir léguer l'immeuble locatif. Si je peux léguer l'immeuble locatif, je ne paye pas d'impôt, je roule. Oh, OK. Ça, là, c'était la partie très compliquée, ou en tout cas, je ne vous en veux pas nécessairement de ne pas avoir vu ça, mais c'est ça l'enjeu que vous allez voir dans la solution. Donc, je le répète, moi, là, de toutes mes forces, je souhaite léguer l'immeuble locatif à Marie. Mais si le calcul fait en sorte que je peux juste y léguer une valeur de 600 000, je ne peux pas y léguer l'immeuble locatif. Donc là, c'est là qu'il va y avoir de l'impôt à calculer. Et on va le faire tantôt. OK, quoi d'autre qui est dit dans cet énoncé-là qui me fait penser à des choses? OK, il y a 10 ans, Marie, elle a reçu un héritage de 75 000, elle l'a mis dans le train de vie. C'est juste pour vous dire, aucun impact. C'est pas, elle a mal joué son jeu ici. Elle l'a pas mis dans un élément du patrimoine familial, donc ça n'a aucun impact. Par contre, Luc, lui, il y a 20 ans, il a reçu un héritage de 55 000 Puis dès qu'il a reçu l'héritage, il l'a tout mis dans le REER. Fait que ce 55 000 $-là, qui est là depuis 20 ans, qui fait un rendement moyen de 5,4, toute la valeur de ce REER-là qu'on va pouvoir identifier, on va l'extraire du patrimoine. Ça va être exclu, il va le garder à lui. Okay? Donc, ça ne fait pas partie, c'est une des exceptions. Donc, ce n'est pas juste le 55 000, c'est le 55 000 plus l'accroissement de valeur du 55 000. Donc, ça, c'est ça que ça voulait dire. OK. Donc, dans les hypothèses, c'est là que je peux tout changer le problème, tout changer la solution à l'examen. Des fois, le testament, des fois, il n'y a pas de testament. Il faut savoir qu'est-ce que ça amène comme implication. Donc, si, pas de testament. Le couple n'avait aucune valeur nette au moment du mariage. Ça va être toujours ça. Là. Je ne commencerai pas à vous mettre. Il y avait des valeurs avant, puis tous les extras. Je ne sais pas. Les mollo là-dessus. OK? Donc, ça va être tout le temps une hypothèse comme ça. Le couple part de rien. Vraiment, ils n'ont pas de valeur. Fait qu'il n'y a pas d'ajustement à faire par rapport au patrimoine ou au régime matrimonial à faire en fonction de cet élément-là. S'il manque, si on doit payer de l'impôt, si la succession doit payer de l'impôt, parce que finalement, l'immeuble locatif, en gros, on ne peut pas le remettre à Marie, mais il faut le remettre aux enfants, bien, on va le vendre. On va vendre l'immeuble locatif. C'est ce qui est prévu ici. Puis, je vous dis que le revenu imposable avant les dispositions réputées à juste de la marchande pour Luc est de 65 000 tel que tel, là, pour le calcul de l'impôt. Alors, la première demande, oubliez les 50 % je veux juste savoir quelle est la valeur des biens qu'on va remettre à Marie, quelle est la valeur des biens qu'on va remettre aux enfants. Puis après ça, je vais vous demander, c'est quoi la meilleure façon, en fonction de la valeur qu'on doit remettre à Marie et aux enfants, c'est quoi la meilleure façon de distribuer les biens? Là, on va les nommer les biens, parce qu'il faut distribuer les biens. Puis en C, on va faire le même calcul, mais pas avec séparation des biens, mais avec la société d'acquis. On va changer le régime matrimonial pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. Ici, va être majeur parce que l'immeuble locatif, qui n'est pas dans le patrimoine, mais qui va être dans le régime matrimonial si c'est la société d'acquis qui prévaut. Fait qu'on y va. On va aller voir ça, la solution. Ça peut ressembler. OK, ça, on sait, on a vu ça assez souvent déjà. OK, la demande en A. Donc, ça a bien été. Là, en bout de ligne, j'ai passé à peu près partout, puis vous avez, en bout de ligne, tous calculé correctement le patrimoine. Alors, c'est important d'être méthodique. Commence par calculer quel est le patrimoine global familial pour les deux. Au début, je ne m'occupe pas à qui appartiennent les éléments qui font partie du patrimoine familial. Alors, je veux savoir, globalement, il vaut combien ce patrimoine-là? Comme je l'ai dit, j'ai mis le REER, le RPA, la maison, le chalet, l'hypothèque de la maison en diminution. Je l'ai mis global, au couple. Je n'ai pas regardé à qui appartiennent les biens dans un premier temps. Puis, j'ai enlevé 157 462, qui est le 55 000 qui a été mis par Luc dans le REER pendant 20 ans à 5,4. Ça, c'est une exception. On le retire du calcul. Alors, j'arrivais à 922 538. Tout le monde comprend à cette étape-là que ce 922 538 $-là, il veut dire quelque chose de très important. Il veut dire que
Après dédommagement, paiement de la dette de celui qui en a le plus envers celui qui en a le moins, il faut que les deux se retrouvent avec ce chiffre-là. Le montant divisé par 2. Tout le monde va se retrouver avec 461 269. D'accord? Donc, comment on fait pour arriver à 461 269? Là, je m'en vais voir dans le patrimoine quelle est la valeur de Luc. Okay? Donc, la valeur de Luc est de 582 538. Je vais voir quelle est la valeur de Marie, 340 000. Donc, cette différence-là, je la calcule, puis je la divise par 2. Il faut la diviser par 2 si on veut arriver, parce qu'oubliez pas que dans ce cas-ci, c'est Luc qui en a le plus. Donc, quand Luc paye une pièce à Marie, il s'appauvrit d'une place, puis enrichit l'autre d'une pièce. C'est ça qu'il faut diviser par 2. On va juste prendre le chiffre de un moins l'autre, ça arriverait jamais à la bonne réponse. Donc, voilà. On arrive à 121 269. J'aime ça faire une petite preuve. Je me fais une petite preuve après. C'est sûr que ça tourne en rond. Là. Je ne suis pas obligé de faire une preuve, mais c'est fort que moi. Fait que je fais ma preuve. Je regarde. Avant paiement, Luc avait 582 538. Il fait un paiement de 121 269. Il arrive à 461 269. Marie avait 340 000. Elle reçoit 121 269. Elle se retrouve avec 461 269 de valeur. On est en équilibre. Okay, donc, ça, là, okay, pour peut-être la première fois, c'est un peu compliqué. Peut-être que, ouais, comment je fais pour calculer la dette de main? Ça, là, c'est supposé être simple, là, en bout de ligne. Après un peu de pratique, il n'y a rien de bien compliqué dans ça. Mais si on ne l'a jamais fait, oui, ça peut être compliqué, comment faire les calculs. Puis, ah oui, il faut diviser par 2, on avait oublié. Puis, bon, tout ça. Mais là, une fois qu'on l'a dit, là, il ne faut pas que ce soit un secret, là, c'est assez simple. OK, donc ça, c'était pour le patrimoine familial. Alors, le résultat des courses, avant même de remettre des biens, le liquidateur doit payer les dettes. Et n'oubliez pas ça, le patrimoine familial, c'est une dette. On va le voir tantôt dans la dévolution des biens. Je vais payer le patrimoine, la valeur du patrimoine, avant de répartir dans un tiers, deux tiers. Ça, c'est important de comprendre ça. Okay? Donc, voilà, première étape. Deuxième étape, quels sont les impacts du régime matrimonial? Bien, le régime de base que j'ai présenté dans l'énoncé, on commence avec l'histoire qui sont séparation des biens. Tes bébelles, c'est tes bébelles, mes bébelles, c'est mes bébelles, fait qu'on sépare rien. D'autres. Il y a des grosses actions, il y a des grosses affaires. L'immeuble locatif, wow, ça passe sous le radar, cette affaire-là. On l'a vu, c'était un trou, là. C'est un trou dans le maillage du filet, là. OK, donc, aucun impact ici, séparation des biens. La deuxième étape, elle n'amène rien de nouveau. Et là, on arrive vraiment au nerf de la guerre, qui est vraiment de dire, OK, en respectant chacune des étapes, en respectant l'idée qu'il y a des dettes, puis en respectant l'idée qu'il y a des biens, des valeurs à remettre, quelle est la valeur monétaire à remettre à Marie? Quelle est la valeur monétaire à remettre aux enfants? C'est ça qu'on essaie de déterminer ici. Et donc, là, je reviens à la base. Là, je reviens vraiment là, dans l'économique. Quels sont les biens qui appartiennent à Luc? 1 700 000. Là, il n'y a pas d'histoire. Ouais, le 55 000 qu'il avait mis, il n'est pas dedans. Si c'était dans le temps du patrimoine. Là, je veux juste savoir, il y a combien de valeurs à léguer, lui? Okay? Il y a 1 700 000. Puis là, je mets tous les biens qui lui appartiennent. C'est important de le faire dans cette étape-là, sinon vous allez vous perdre. Puis de comprendre que le patrimoine, c'est une dette qu'on va traiter un peu plus tard. Okay? Un peu plus tard dans l'équation ici. Donc, Luc, pour 1 700 000 à remettre. Là, l'étape 2 que je vous présente ici du calcul de l'impôt, c'est le bout le plus compliqué. C'est le bout le plus compliqué du cas. Et c'est ce que j'ai commencé à expliquer. Là, je vous le redis. Et c'est à l'œil. C'est un peu à l'œil qu'on fait cette analyse-là. Okay? Première des choses, on essaie de voir l'histoire de l'impôt. L'histoire de l'impôt là-dedans. Le gros facteur d'impôt, je l'ai dit, c'est l'immeuble locatif. Ça, il faut le comprendre. Ça vaut 900 000. On a pris de l'amortissement là-dessus, puis on avait payé ça 480 000. Il y a de l'impôt. Est-ce que l'immeuble locatif, je suis capable de le léguer à madame pour reporter l'impôt, faire le roulement? Je le redis là, mais c'est ça l'enjeu. Pour pouvoir remettre l'immeuble locatif, il faut que la formule de dévolution des biens, incluant le paiement du patrimoine, il faut que je puisse y en léguer plus que 900 000. Tu sais? Est-ce que je suis capable ou pas? Et là, c'est là que je fais mon petit test. J'appelle ça l'œil de lynx, je ne sais pas trop. Fait que là, je reprends mon test. Bon, on est lumière. OK? Mon test, c'est que
il y a pour 1 700 000 de valeur. Il y a 121 269 qui va être prioritaire, qui est une dette, qui est le patrimoine. Pas, donc, je dois le retirer parce que je veux savoir le 1 tiers, 2 tiers. OK? Sans l'impôt. Là, j'essaie de voir si je peux me sauver de l'impôt. OK? Est-ce que je suis capable de léguer 900 000 et plus? Fait que là, je prends 1 700 000 moins 121 269, ça donne 1 578 731. C'est ce montant-là. S'il n'y a pas d'impôt, c'est ce montant-là que je vais séparer 1 tiers, 2 tiers. OK? Dans le cas de Marie, c'est ça qui m'intéresse. Ça, je fais juste ça pour savoir, il va-tu avoir de l'impôt dans le passé. OK? Donc, le 1 578 131 divisé par 3, plus le patrimoine qu'elle va recevoir, la dette de patrimoine qu'elle va recevoir, ça donne combien? Ça donne 647 512. Donc, virez-le comme vous voulez. On ne peut pas léguer plus que 647 512 de valeur à Marie. Ça, c'est s'il n'y a pas d'impôt. On n'est pas à dire, tu ne peux pas y léguer l'immeuble locatif. Parce que l'immeuble locatif vaut 900 000. OK, parfait. On ouvre les lumières, il y a de l'impôt. OK, c'est ça l'histoire. Spectaculaire, là, fermer les lumières. Là, il y a de l'impôt. Il y a de l'impôt. Vous comprenez un peu l'impôt? Je ne peux pas le léguer l'immeuble locatif. Je ne peux pas y remettre. Ça vaut 900 000, puis je ne peux pas y donner plus que 647 512. Fait que là, tu sais, ça tourne en rond, hein? C'est circulaire cette affaire-là. Mais à l'examen, vous allez le voir tout de suite, que l'impôt, il n'y en a pas. Là. Ça va se voir comme si, mais il faut être capable de faire ce genre d'analyse-là. OK? Donc, l'impôt, le reste, c'est correct. Là, vous savez comment calculer l'impôt. Le terrain, il vaut 200 000, il a été payé 80 000. Le bâtiment vaut 700 000, il a été payé 400 000. Puis, entre 400 000, le coût, puis la FNAC, c'est l'amortissement que j'ai récupéré. Donc, ça donne mon revenu imposable qui est de 445 000. Ça donne 208 000 d'impôts. OK? Là, c'est pas important à la pièce près, là, OK? Là, quelqu'un qui me fait un calcul qui arrive à 200 000 d'impôts, 190 000 ou 215 000, c'est correct, là, on pourrait faire un estimé ici. OK? Mais quelqu'un qui ne voit pas qu'il y a de l'impôt, ben, tu passes à côté de quelque chose d'important ici. OK, donc là, ça, c'est l'étape vraiment, vraiment fondamentale où tout se passe, mais après beaucoup de travail en amont qu'on a fait, là, on est prêt à calculer le 1 tiers, 2 tiers. OK? Donc, le 1 tiers, 2 tiers va se calculer sur quoi? OK, Luc avait pour 1 700 000 de valeur successorale, mais on doit payer les dettes en premier. Ouais, je sais c'est quoi, les dettes? Non, mais c'est pas sûr que tu sais tant que ça, parce qu'il y a le patrimoine familial qui est une dette. Si j'avais un régime matrimonial qui amène une dette, c'est une dette qui va là. Si j'avais un legs particulier, c'est une dette qui va là. C'est après avoir payé tout ça qu'on répartit 1 tiers, 2 tiers. Juste à la fin. OK? Dans ce cas-ci, c'est 1 700 000 moins le patrimoine familial de dette, moins l'impôt, ça donne 1 370 710 que je vais répartir 1 tiers, 2 tiers. Donc, 2 tiers aux enfants pour 913 807, puis 1 tiers pour Marie, plus la dette du patrimoine. Donc, Marie va recevoir pour 578 172. Les enfants reçoivent 913 807. Okay? Si vous faites une preuve de ça, le montant global qui est là, ça donne le 1 700 000 moins l'impôt. Et l'impôt, évidemment, fait en sorte que ça laisse moins d'argent aux héritiers. Fait que là, juste par curiosité, parce que là, je ramène un peu ma demande, là, que je ne fais pas si clair l'histoire, Luc, lui, il pensait, comme par magie, ça va donner 50-50. Quel coup de chance que ça aurait pris, ça tombe en plein 50-50, avec tout ce que je suis prêt à vous raconter. Wow! Tu sais, effectivement, on est loin du 50-50. Quand je regarde la valeur totale des biens qui vont être remis aux enfants, versus la valeur totale des biens qui vont être remis à Marie, vont être à 61 de valeur versus 39 Donc, c'est 913 807 divisé par le 1 million, tu sais, 1 700 000 moins 208 021. Okay? Donc, comme ça, j'arrive. Fait que ça, c'est quasiment rendu à la dernière étape. Il reste une étape. Okay? Donc, ça va, il y a de la mécanique qu'il faut en faire. Il faut suivre les étapes pour savoir qu'est-ce qui est une dette et qu'est-ce qui n'est pas une dette. Juste vous le dire, là, c'est un moment de le redire. OK?
c'est pour vous que je vous le dis. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je vais faire intervenir dans le barème de correction, parce que ça devient assez compliqué. Okay? Mais, tu sais, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une occasion de le voir ici. Faites attention aux legs particuliers. Dans vos vies, là, vos parents, autour de vous, faites attention aux legs particuliers. Je l'ai dit souvent, hein, le leg particulier, il se dédouane de l'impôt. Il n'est pas impacté par l'impôt. Tu reçois l'immeuble locatif, tu reçois 900 000 de valeur, tu as un coût de 900 000 parce qu'on s'est disposé à la juste valeur marchande. Puis l'impôt, là, payé par succession de 208 000, qui le ramasse? C'est celui qui a un leg en valeur monétaire, en pourcentage. Tu as un tiers de la valeur, ou tu as une valeur résiduelle. Vous comprenez? Fait que le leg particulier, là, il passe tout droit ici, là. Il passe ici. Fait qu'indirectement, c'est vraiment celui qui ramasse le reste. Ça a l'air d'un gros, tu sais, wow, tu reçois tous les legs résiduels, tout le reste. Mais dans le fond, tu ramasses la facture d'impôt indirectement. Puis le leg particulier, ça passe tout droit. Okay? C'est important de le voir, ça, pour vous. OK, maintenant, la question que je vous pose, ou qu'on se pose, c'est de dire, c'est quoi la meilleure façon, avec les résultats, je ne peux pas réinventer tout le cas, là. Avec les résultats de dire, je lègue pour 900 000 aux enfants, je lègue pour 600 000 à madame, qu'est-ce que je peux faire de mieux dans la remise des biens pour réduire l'impôt minimum? Je n'en sauverai pas tout l'impôt. Okay? Donc, c'est quoi les biens que je vais remettre? Okay? Alors, je regarde qu'est-ce qu'il y a disponible au plan successoral de l'U. J'ai pour 800 000 de liquidité, d'accord? De non-liquidité, je veux dire. Tu sais, je considère le CELI, REER, pas trop liquide, la maison, chalet, bien que tout se vend là-dedans, là, je veux dire, dans les faits. Puis, j'ai des grosses liquidités parce que j'ai vendu l'immeuble locatif, j'ai de l'impôt à payer. On l'avait dit dans l'énoncé, on va vendre l'immeuble locatif si on a de l'impôt à payer. Donc, j'ai 900 000 qui est rentré dans la succession. Je paye l'impôt 208 000, on l'a calculé tantôt. Je paye la portion d'hypothèque. Puis, j'arrive avec des liquidités de 639 967. Donc, comment je répartis tout ça? Il y a plusieurs bonnes réponses. Il y a des mauvaises réponses aussi. Donc, la seule chose qu'il ne faut pas manquer ici, la seule façon de manquer son coût, c'est de ne pas donner le REER à madame et le CELI. Okay? Donc, madame, il faut y en donner pour 578 172. Ça, c'est l'étape d'avant. OK? Ben, je vais commencer par lui donner le REER, c'est sûr. Je ne veux pas déclencher de l'impôt là-dessus. Roulement. Puis, le CELI, parce qu'on a vu qu'il y a une bonification, on garde le CELI, ça garde un abri fiscal. Alors que si on le léguait aux enfants, il disparaît. Il ne serait pas imposable, il ne serait plus un CELI. Là, il demeure un CELI. Puis, le reste, la maison, c'est logique. Puis, je vais balancer avec les liquidités. Okay? Puis, les enfants, bien, ils vont se séparer le chalet, puis on va balancer avec les liquidités. Et donc, liquidité, c'est pour balancer le chiffre. Ça va? Donc, ça serait une bonne réponse. Okay? Une mauvaise réponse, évidemment, ça serait de donner plus de liquidité à Marie, puis envoyer le REER dans les hauts. Il faut vraiment faire participer pour faire la pire solution possible. Là. Mais pour déclencher l'impôt, on n'est pas obligé. Oui, Mathis? Si on sort un peu des chiffres, là, oui. Si, mettons, la madame a dit, on ne peut pas la maison, on peut le chalet. Ouais. La personne qui va décider ça, ça va être la liquidité sous-liquidateur. Oui, exactement. J'essaie juste de voir. Oui, parce que tu sais, dans le fond, rendu là, on s'entend qu'il n'y a personne qui a une mainmise prioritaire sur ces biens-là. Il n'y a pas de testament, c'est une masse successorale d'un tiers, deux tiers. Il faut qu'ils s'entendent. C'est le liquidateur, les liquidateurs. Normalement, on espère que c'est madame et les enfants qui sont liquidateurs, il faut qu'ils s'entendent entre eux, mais ça se peut qu'il y ait une tierce personne, ça peut être bon aussi d'avoir une tierce personne, mais il faut qu'ils s'entendent. Mais donc, dans le cas du chalet ici, 400 000 de valeur, c'est parce que j'essaie de voir. Si tu vas avec le chalet, ça serait encore possible d'avoir une solution qui a de l'allure. Tu irais avec le chalet, 400 000 d'un bar, 400 000 à Marie, puis tu peux y laisser le REER, 170 000, tu es à 570 000, tu es encore correct. Bon, ça scrape ton CELI, mais si t'es mieux le chalet, t'es mieux le chalet. Okay? Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement. OK, donc ça, c'était la solution dans le contexte où Luc et Marie étaient mariés en vertu du régime matrimonial, la séparation de biens. Donc, on va faire la même affaire, mais là, avec la société d'accueil. C'est la même idée, c'est la même mécanique. Le patrimoine va être pareil, mais au niveau du régime matrimonial, ça va créer une dette énorme de Luc vers Marie à cause de l'immeuble locatif, qui n'était pas dans le patrimoine, mais qui est dans le régime matrimonial. Okay? On le fait.
Donc, cette demande-là, la seule chose que j'ai changée, c'est qu'on n'a plus le même régime matrimonial. Fait que, pour le patrimoine familial, ça ne change rien, c'est beau, 121 269. C'est la même chose. Ça commence pareil. Là, qu'on arrive dans le régime matrimonial, c'est le même genre de calcul, mais avec les biens, tous les biens qui ont été acquis, créés durant la période du mariage, qui ne sont pas dans le patrimoine familial. Fait que là, je mets tout le reste. Donc, le reste, c'est essentiellement les CELI, l'immeuble locatif, puis la marge de crédit qui restait le 12 000 $. Donc, globalement, le patrimoine qui est propre, non pas au patrimoine familial, mais au régime matrimonial, c'est 973 000. Donc là, le reste, c'est la même logique. Il faut dédommager celui qui en a le plus, il faut dédommager celui qui en a le moins. Donc, il faut arriver à 486 500, la moitié. Luc en a pour 960 000, Marie en a pour 13 000. Donc, la différence divisée par 2 donne la valeur qui doit être payée de Luc à Marie. Oui, Charles-Antoine. Est-ce que le salaire en tant que tel, est-ce qu'il est dans cette étape-là, normalement? Et le salaire, j'aime ta question, j'aime vraiment ta question. Je veux juste qu'on réfléchisse tous à la question. Jean-Antoine, le salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous répondriez à ça? Quelqu'un? Hein? C'est dans le train de vie. Ben, il est dans le bilan. Tu sais, là, c'est parce que tu apprends à me comparer une affaire d'état des résultats qu'une affaire de bilan. Fait que je ne sais pas si tu le comprends que le salaire a été gagné, puis le salaire il est reflété dans ton bilan à quelque part. Ou bien, quand il est dit, il est dans le train de vie, ou bien il est dans oups, j'ai eu une petite cotisation réelle de 1 500$, on ne sait pas, mais il est tout intégré. Tu vois, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ou, l'autre question qu'il pourrait avoir par rapport à ça, c'est de dire, par contre, on pourrait se dire, c'est est-ce qu'il y a de l'impôt à payer sur le 65 000? Ça, c'est pas grave, ici, rendu là. Est-ce qu'il a fait des. S'il n'est pas salarié, il a fait des acomptes, est-ce que ces acomptes sont à jour? Est-ce qu'il y a un solde? Ça, on ne le sait pas. Mais le 65 000, juste qu'on comprenne, là, le 65 000, il est reflété dans ton bilan, il est reflété dans tes actifs. Soit tu l'as flambé, soit tu ne l'as pas flambé, puis il y en a une petite partie à quelque part, mais tu n'as pas, surtout, là, il ne faut pas penser qu'il faut rajouter 65 000. C'est pas ça, pas tout. Oui. La portion de l'héritage en REER qui fait pas partie du. Comment tu dis ça, c'est? La portion de l'héritage qui était dans son REER, ça ne ferait pas partie du régime matrimonial. Non. Ça, c'est bon. Ça, j'ai jamais eu cette question. Ça, c'est une bonne question. Non. Je n'ai pas la réponse absolue, mais je suis sûr que non. Je vais te le dire, par exemple, c'est quoi mon raisonnement? C'est qu'on l'a vu très rapidement, mais les dons sont exclus aussi du régime matrimonial. Ça serait complètement illogique de le rajouter là, dans ce sens-là. Mais c'est une bonne question. La réponse, c'est que non. Dès que c'est un don, dès que c'est un legs, tu l'extrais. Oui, je ne suis pas sûr de comprendre la logique. Il faut qu'on retire le CELI du patrimoine familial. Oh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de logique correcte, non? Il n'y en a pas, mais je vais te donner la raison, par exemple. La raison, c'est que le patrimoine familial, c'est un concept qui a été défini en 1989, application 1er janvier 1991. 1991. Le CELI est arrivé en 2009. Ils ne sont pas mis à jour. Trop d'ouvrages. Mais là, ils sont après tout réformés. Là, je ne voulais pas vous mélanger, je n'ai pas parlé, là, mais si vous suivez l'actualité, vous voyez qu'ils sont après réformés le droit familial, comme je vous en avais parlé la semaine passée, la semaine d'avant. J'ai fait un petit peu pour vous en parler, puis je n'en parle pas plus que ça. Suivez ça. C'est après changé là, tout ça. Là. Okay? Fait qu'il faudra suivre pour le futur. Mais ils vont donner des droits aux conjoints de fait qui ont des enfants avec les conjoints de fait qui ont des enfants ensemble. Il va y avoir une forme de patrimoine à venir. Là, je ne veux pas en dire plus. Ça va au contraire à ce que je peux vous dire, c'est l'état de la loi présentement. OK. Donc, on a ça à payer. Oui, Amélie. Vu qu'il y avait un immeuble locatif, on n'a pas les impôts, mais il a-tu fallu faire une autre déclaration de droit à l'île? Si on avait eu des informations. Oui, ben, je n'irai pas jusque-là, mais oui, c'est un bon réflexe. Je n'irai pas jusque-là parce que, mais s'il y a des mauvais payeurs là-dedans, des montants à recevoir, oui, c'est gros. OK. Donc, on arrive à l'étape 3. J'ai toujours pour 1 700 000 à remettre. C'est le même Luc qui est décédé avec les mêmes biens. On n'a pas inventé des nouveaux biens. On n'a pas fait disparaître. On est rendu à cette étape-là. Là, ça va être la question, est-ce qu'il y a de l'impôt? Hein? Est-ce qu'il y a de l'impôt? Bien là, il n'y a pas d'impôt vraiment. Là. Je sais vraiment, je vais m'expliquer à toute fin, là, mais OK. L'immeuble locatif, on va pouvoir le léguer à madame. Enfin. Il n'y aura pas d'impôt sur l'immeuble locatif. Le 208 000, il disparaît. Pourquoi? Parce que là, je le fais le test à l'œil un petit peu.
OK? Le test, c'est de dire, même affaire que tantôt, effet dramatique. OK? Même effet que tantôt. OK? J'ai pour 1 700 000 à remettre. J'ai 121 269 que je vais remettre à Marie à cause du patrimoine familial. J'ai 473 500 que je vais remettre à Marie à cause du régime matrimonial. OK? Il reste 1 105 000 à diviser 1 tiers, 2 tiers, après les dettes. OK? Donc, 1 tiers à Marie. Alors, Marie, 1 105 231 divisé par 3, plus son patrimoine, plus son régime matrimonial, ça arrive à 963 179. Ah, on est en haut du 900 000. Immeuble locatif à madame, pas d'impôt. Okay? Pas d'impôt, je m'explique à la fin, mais pas d'impôt sur l'immeuble locatif. Moi, je blague zéro d'impôt. OK? Il y a des petits ajustements qu'on va se dire à la fin, qualitativement, mais pas d'impôt sur l'immeuble locatif. Vous le voyez, on va remettre l'immeuble locatif, il y a de la place. Alors, allons-y. J'ai 1 700 000 à remettre. Avant ça, j'ai la patrimoine familial, régime matrimonial, 1 105 231. Donc, aux enfants, ça va être 2 tiers de 1 105 231. Au mari, ça va être 1 tiers de 1 105 231, plus son patrimoine, plus son régime matrimonial. Donc là, on a inversé la valeur. OK? À cause qu'on n'avait pas le même régime matrimonial, tantôt, on était à quoi? Marie recevait 39 de la valeur, les enfants 61. C'est comme ça, là, c'est pas un chiffre que j'avais prévu d'avance. Puis ici, on est rendu avec 43 aux enfants, 57 Pourquoi ça s'est renversé? À cause de l'immeuble locatif qui appartenait à Luc, qui n'était pas dans la séparation des biens, mais qui était dans la société d'actifs. Et donc, quand tu ne fais pas de testament, là, tout peut arriver. Là. Tu comprends? OK, donc ça fait, là, on va regarder la prochaine à cette étape, comment on va distribuer, mais c'est assez simple. Là, il y a une seule bonne réponse. Là, je vous l'avais dit. Il y a une seule bonne réponse. La bonne réponse, c'est de dire, OK, pour Marie, je lègue l'immeuble locatif, je lègue pour 63 179 de REER, le plus de REER que je peux. Parce que dans ce cas-ci, il y a un peu de REER qui va déclencher de l'impôt, je n'ai pas tenu compte. Je ne ferai pas ça à l'examen. Ça va être vraiment, tu peux passer d'abord pas d'impôt ou il y a de l'impôt. Je ne vous donnerai pas un truc comme ça où il y a un petit bout d'impôt qui dépasse demain. Okay? Fait que dans les faits ici, il y aurait un petit peu d'impôt parce qu'il faut remettre un petit bout de REER aux enfants. Vous comprenez? Donc, le petit bout de REER va déclencher de l'impôt, il y en a plus de 106 000, ça va donner à peu près 50 000, chacun va avoir 25 000. Fait que là, comme Mathis disait, là, ils vont s'entendre. Rendu là, ils vont s'entendre, qui va payer le 25 000 là, le 50 000 globalement d'impôt sur le REER. Peut-être qu'ils vont y aller un tiers, Marie. Ou peut-être qu'ils vont y aller avec le pourcentage que j'ai dit tantôt, là, on arrivait à 53 puis 47 ce serait ça qui serait logique à mon avis. Bref, rendu là, on est capable de se jaser. C'est bon? OK, donc c'est ça que je voulais vous dire sur. Ça clôt vraiment le sujet d'impôt et le décès. On a passé plus que 2 semaines là-dessus. Mais ça vaut la peine. C'est quelque chose qui est important, qui peut s'appliquer à vos vies. Là, comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas quelque chose là, qui est loin de la réalité du tout. Donc, ce qui nous mène à un nouveau sujet, le sujet des fiducies. OK, donc on est rendu à quoi? Okay, on va introduire ça pendant une quinzaine de minutes avant d'aller à la pause. OK, donc les fiducies, évidemment, encore une fois, un peu comme bien les sujets qu'on traite beaucoup de sujets durant la session, des sujets qui sont des fois proches l'un de l'autre, des fois qui sont loin là, quand même. Les fiducies, si vous faites du maîtrise en fiscalité, vous allez en traiter pendant un cours de 45 heures. Okay? Là, ici, on en traite pendant à peu près 2 heures, puis vous avez un petit peu de lecture dans le hors-classe. Mais moi, la façon que je vais vous le présenter, ça vaut son pesant d'or. Vous allez avoir une compréhension de base, mais une compréhension qui va vous permettre de bien comprendre quand est-ce qu'une fiducie pourrait sembler intéressant ou quand est-ce que c'est juste quelque chose qui est sans impact ou qui est 85 cents pour une pièce, puis qui est un peu juste là pour faire du parage et impressionner les gens. Donc, je donne un petit peu d'autodéfense. Un peu quand je vous ai parlé d'assurance des personnes, l'assurance vie, je ne prétends pas qu'on est spécialiste d'assurance vie, mais je pense que vous avez fait du chemin avec votre compréhension. Quelqu'un qui vous dirait de vendre de l'assurance vie, vous seriez pas mal mieux armé pour argumenter et discuter avec cette personne-là. Mais c'est un peu la même chose avec les fiducies. Pourquoi il est bien situé, le sujet des fiducies à ce stade-ci? C'est que vous remarquez, depuis qu'on a pris le virage fiscalité, on a parlé d'impôt et de décès.
La semaine prochaine, on va parler de l'actionnaire dirigeant. OK? Ben, les fiducies, c'est un véhicule fiscal et juridique qui est là dans ces deux contextes-là. OK? À date, on a juste parlé de fiducie dans un contexte de décès. À date, ça fait 2-3 semaines qu'on se dit, ah oui, une succession, n'oubliez pas, une succession, c'est un contribuable fiscal qui peut avoir d'impôts à payer. Ce contribuable-là fiscal, c'est une fiducie. Ça fait longtemps que je vous dis ça, OK? Je vous disais, dans 2-3 semaines, on va parler de fiducie. Fait qu'à date, on a juste parlé de fiducie dans un contexte de décès. Mais il y a des fiducies aussi dans un contexte entrepreneurial. La plupart des belles PME du Québec, comment ils sont structurés, il y a une fiducie familiale là-dedans qui détient les actions de l'opérant. Et on ne va pas super loin dans la compréhension de ces structures-là, mais au moins, visualiser, comprenez que la question de fiducie, ce n'est pas juste une question de décès. Il y a des fiducies dans le contexte de décès, on les appelle testamentaires. OK? Puis il y a des fiducies où il n'y a pas, personne n'est mort, tout le monde est en santé, c'est des fiducies non testamentaires. Fait que moi, le défi que j'ai aujourd'hui avec vous pour vous aider, parce que c'est pas facile, c'est abstrait. Des fiducies, vous n'allez jamais rencontrer ça au coin de la rue. Okay? C'est abstrait, les fiducies. C'est mystérieux, c'est nébuleux. Okay? On va essayer de mettre un peu de lumière là-dessus. Mais l'enjeu pédagogique, c'est qu'à chaque fois que je vais être devant un acétate de fiducie, je vais vous dire, est-ce qu'on est dans une fiducie testamentaire, donc dans un contexte de décès, ou non testamentaire? Parce que sinon, ça devient trop compliqué là, de suivre mon histoire. Okay? Fait que je vais vous le dire à chaque fois. D'accord? Parfait. Alors, avant d'aller plus loin, on va quand même prendre 10-15 minutes pour introduire le sujet. Puis pour introduire le sujet, on va se donner un peu de vocabulaire, puis un peu de concept. C'est encore une fois pas pour apprendre par cœur, mais c'est un passage obligé si on veut se comprendre. OK? Donc, quand on parle de fiducie, on parle, c'est un symbole là, au niveau fiscal, c'est un triangle, c'est pas important de savoir ça. Okay? Société en nom collectif, c'est un rond, société par action, c'est un carré, puis une fiducie, c'est un triangle. Pas tout ça important. Mais ce qui est important, par contre, c'est de dire ça, là, une fiducie, là, c'est une entité à part entière. Ça a sa propre vie juridique, ça existe juridiquement, OK? Puis ça existe fiscalement. Fait que vous le prouvez. Un particulier au fédéral, c'est une T1 qui doit produire. Une société par action au fédéral, c'est une T2. Puis, une fiducie doit produire une T3. C'est un contribuable fiscal. Vous avez jamais parlé de ça en 36 cours à peu près de fiscalité, mais là, on en parle pour la première fois. C'est un contribuable fiscal, la fiducie. Okay? Maintenant, si on commence l'histoire de la création d'une fiducie, en passant, cette fiducie-là que je vous présente en ce moment, c'est une fiducie non testamentaire. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de décès, ce n'est pas fait au cas d'un décès, c'est fait pour optimiser la structure corporative de l'actionnariat d'une société par action d'une PME du Québec qui fluctue. Okay? Donc, j'ai ma fiducie, j'ai besoin d'un auteur, okay? De quelqu'un qui va créer la fiducie qui va lui donner vie. D'accord? Donc, évidemment, l'auteur, quand je dis l'auteur, c'est celui qui fait en sorte qu'il commet le geste pour que la fiducie entre en vigueur. Donc, ce geste-là, qui est créé par l'auteur ou constituant, c'est des synonymes, c'est de transférer un bien ou des biens à la fiducie. Donc, il faut juste démêler. Là, quand je vous dis que l'auteur, il crée la fiducie, je veux dire, ça, c'est l'entrepreneur qui crée la fiducie dans le sens qu'il rentre en vigueur parce qu'il transfère un bien. Et ce n'est pas lui qui pense, qui fait le document juridique. OK? Vous êtes assisté de conseillers juridiques, d'avocats corporatifs qui sont habitués à faire ce genre de transaction-là. Alors, l'auteur, c'est parce que pour donner vie à cette fiducie-là, il faut faire un geste, il faut transférer un bien ou plusieurs. Alors, quand je vois ça, transfert de bien, votre réflexe de fiscaliste, ou à quoi vous devriez penser, moi, ça m'amène deux questions. Quand je vois ça, transfert de biens, j'aurais deux questions chez TV. Okay. Je ne prends pas de chance, je les ai en tête pour vous, les deux questions. Donc, les questions, c'est de dire, Marc, y a-t-il des contraintes? C'est-tu n'importe quel bien qu'il faut transférer ou c'est quelques catégories de biens? La réponse est assez simple ici, là, elle est vraiment unilatérale. Tout bien. Okay, tu peux transférer toutes sortes de biens à une fiducie. Alors, si tu poses la question, oui, tu peux transférer un terrain, des actions d'une société privée, actions d'une société publique, un immeuble locatif, de l'argent, de l'assurance vie, ma maison, mon auto. Mais tu sais, vous comprenez, quand on va dans les biens personnels,
ben là, il n'y a pas rien d'intéressant à faire ça, sauf la protection de l'actif, on en reparlera tantôt. Mais essentiellement, c'est surtout des biens qui sont producteurs de revenus et qui génèrent de la plus-value. Et donc, des actions de sociétés privées. On voit souvent ça, des immeubles locatifs. On peut voir ça dans les fiducies, par exemple. Donc, il n'y a pas de limite. Ça, c'est une question qui est de mon cru. L'autre question, elle devrait même être de votre cru. L'autre question que je me pose quand je vois le mot transfert de biens, vous comprenez ce que ça veut dire au sens fiscal. Hein? Il y a plein de synonymes à ça. Transfert, ça veut dire transfert, vente, don, disposition. Tout ça, c'est des synonymes. Donc, s'il y a une disposition, une vente, un don de biens qui passe de monsieur à la fiducie, donc qui passe à deux entités juridiques. Monsieur, c'est monsieur, la fiducie, c'est la fiducie. Mais il y a une vente. Alors, c'est quoi la question fiscale que tout fiscaliste doit se poser? Ben, à quelle valeur ça va se faire? À quelle valeur va se faire cette transaction-là? OK? Dans la loi d'impôt, commencez avec la règle générale. Revenez tout le temps à ça. Si je ne vois pas une exception à quelque part, c'est, vraiment comme en comptabilité, la JVM, c'est la juste valeur marchande. C'est rare que ce n'est pas la juste valeur marchande. Moi, mes marques, mettons, je donne un terrain à ma fille, là, que je le donne, tu sais, c'est la juste valeur marchande. Oui, c'est la juste valeur marchande. Tu vas peut-être avoir une double imposition, fais attention à toi. OK, on en parlera à maîtrise, là, ce genre de truc-là. OK? Fait que c'est la juste valeur marchande à la base. Quand est-ce que c'est pas la juste valeur marchande? Quand est-ce que c'est pas la juste valeur marchande? Ça fait 3 semaines qu'on en parle. Quand c'est à la Quand c'est à la conjointe. Bon, tout le temps du décès qu'on parle, mais du vivant, ça serait aussi un conjoint. Je peux remettre des biens. Là, il y a des règles d'attribution qui peuvent s'appliquer, ça, c'est autre chose. Fait que c'est la juste valeur marchande qui s'applique. C'est vrai ce que Kevin dit. Si c'est la juste valeur marchande, mais je vais vouloir savoir le coût parce que je vais vouloir savoir ce qu'il y a un gros gain. OK? OK, on reviendra plus tard avec d'autres choses que je vais vous dire. Ça, c'est pour l'auteur. Maintenant, si je vous donnais le choix, mettons que ça, c'est une pièce de théâtre, puis vous êtes tous des acteurs, puis je vous demande de choisir votre rôle. Le rôle que vous voudriez jouer, assurément, c'est celui des bénéficiaires. OK? Donc, il y a des bénéficiaires. Si il y a des bénéficiaires, ça peut être les enfants. Dans ce cas-ci, c'est enfants 1 et 2 de monsieur. On a la conjointe, le conjoint de monsieur qui est là. Puis, remarquez ça, il y a monsieur. Fait que si vous n'aviez pas la preuve qu'il n'y a pas de mort là-dedans, là, ça en est pas pire. OK? Tu es l'auteur, tu es bénéficiaire, parce que tu ne vas pas expliquer sur terre. OK? Fait que là, on a une fiducie non testamentaire. Fait que sans tout comprendre, puis ça prend plusieurs cours, tout comprendre. Vous voyez un petit peu le contexte, hein? C'est familial, cette histoire-là. Monsieur transfère un bien, mais il met toute sa gang comme bénéficiaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bénéficiaire? Ça veut dire un peu ce que ça dit, c'est que, disons que c'est un immeuble locatif. On va continuer l'exemple avec un immeuble locatif. Disons que le transfert de biens, c'est un immeuble locatif que tu le transfères. L'immeuble locatif fait deux choses. Il génère des revenus à chaque année, revenus de location, puis il prend de la valeur dans le temps. Il fait ces deux choses-là. Okay. Bien là, c'est quoi le rôle des bénéficiaires? Bien, les bénéficiaires, c'est eux qui vont recevoir les revenus à chaque année. Ils vont recevoir les revenus à chaque année. Donc, normalement, on ne voudra pas imposer, on verra pourquoi tantôt, on ne voudra pas imposer les revenus dans la fiducie, on va les imposer entre les mains des bénéficiaires. Donc, les revenus vont être payables à chaque année aux bénéficiaires. Puis, quoi d'autre d'extraordinaire qui va m'arriver parce que je suis bénéficiaire? Mais la chose la plus extraordinaire qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu ne sauras même pas que c'est un immeuble locatif qui va être distribué après. Okay, l'immeuble locatif, le bien va être remis aux bénéficiaires à un moment donné. Bon, OK, ça me tente, ouais, je signe pour ça. Ça me tente d'être bénéficiaire. Recevoir des revenus à chaque année, ça me tente. Puis recevoir un immeuble locatif à un moment donné, ça me tente aussi. OK? Bon, comprenez, là, je vais mettre des précisions tantôt, là, mais ça, c'est les bénéficiaires. OK. Qui gère cette affaire-là? Qui gère cette maison de fou-là? OK? Ceux qui gèrent ça, ce sont les fiduciaires. Donc, dans mon histoire, vous voyez, observateur, observatrice. Regardez qui j'ai mis là. Monsieur, le frère de monsieur, le fiscaliste de monsieur. Là, ce n'est pas un exemple sexiste. J'aurais pu tout mettre madame, là, puis j'en ai des exemples de madame. OK, mais là, vous comprenez que ça, c'est tout monsieur puis sa gang. Puis monsieur, c'est lui qui transfère l'immeuble locatif, il est bénéficiaire potentiel, il est bénéficiaire, puis il est fiduciaire. Donc, une des règles du Code civil, c'est de dire si tu es à la fois
fiduciaire et bénéficiaire, mais là, il faut que tu aies plus qu'un fiduciaire. Mais est-ce que c'est de la poudre aux yeux, vous pensez, quand on voit ça? Voyez-vous que c'est de la poudre aux yeux? Oui, OK, je suis obligé de mettre d'autres fiduciaires. Je mets des gens qui pensent comme moi. Je mets des gens qui ne m'astineraient pas. OK? Que ça aille bien ou que ça aille mauvais, que ça aille mal, je vais mettre mon frère. C'est stable, cette affaire-là, je vais mettre mon fiscaliste. Donc, pourquoi il met sa gang? Ben, c'est parce que c'est lui qui a transféré le bien. Encore une fois, si madame avait transféré le bien, ici, ça serait madame puis sa gang. Vous comprenez? Il y en a qui me l'ont posé, m'ont dit, ça ne peut pas être un bien du patrimoine familial que j'envoie là, pour le soustraire. En passant, là. Oui. Donc, je pensais déjà à des oui. L'auteur ne peut pas s'expliquer un indépendant. Non. Non, dans un cas comme ça, pas du tout. Non. Non. C'est très, très, j'ai juste l'expression en anglais, close to home. C'est très, très à bonne franquette, familiale, puis il y a des raisons. Puis c'est sûr que c'est un peu frustrant de vous présenter tout ça. Vous pouvez pas voir toutes les stratégies, parce qu'évidemment, c'est des trucs de maîtrise de fiscalité, mais ça, c'est pas rare. C'est typiquement, là, les sociétés par action au Québec là, sont structurées comme ça, là, tous les enfants qui sont là. Okay? Donc, il n'y a pas à être indépendant l'auteur. Là, la dernière chose avant la pause que je veux vous dire, le gestionnaire ou les gestionnaires qui sont les fiduciaires, ceux qui prennent des décisions pour la fiducie, OK? Il y a deux types de règles qui peuvent s'appliquer. Là, je vois avec des extrêmes, OK? Ça peut être entre les deux, mais je vais juste parler des extrêmes pour comprendre les concepts. Les règles du jeu sont écrites où pour les fiduciaires? Ils doivent respecter quelles règles? Ce qui est écrit à l'acte de fiducie. L'acte de fiducie donne les règles du jeu. Évidemment, il y a plein de clauses. Je ne veux pas vous parler de 22 clauses différentes. Je veux juste capter votre attention avec deux clauses. OK? La clause peut être de dire qui des bénéficiaires reçoit les revenus à chaque année, dans quelle proportion. Ça m'intéresse de savoir cette clause-là, surtout si je suis bénéficiaire. Faut-tu que je continue à être fin ou je peux être désagréable? C'est écrit dans l'acte de fiducie que je reçois 30 %. Okay? Donc, le pourcentage des revenus aux bénéficiaires peut être écrit. Puis, à quel moment que le capital ou l'immeuble locatif va être remis aux bénéficiaires, puis à qui, puis dans quelle proportion. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Alors, écoutez bien ça. Deux grandes familles de fiducie non testamentaires, il n'y a pas de décès. Deux grandes familles. Une où l'acte de fiducie dit, en gros, les fiduciaires vont décider. Les fiduciaires, à chaque année, vont décider quel pourcentage des revenus vont aller aux bénéficiaires. Les fiduciaires vont décider à quel moment on va remettre l'immeuble locatif, à qui. C'est mieux de rester agréable, d'être fin jusqu'à la fin. Parce que c'est pas parce que tu es bénéficiaire. Donc, dans ce genre d'acte de fiducie-là, quand tu es bénéficiaire, ça se peut que tu n'aies jamais une scène, tu n'aies rien. Tu es là au cas où. C'est des trucs de structure, puis de planification, puis d'optimisation. Il va y avoir des raisons pour lesquelles on va favoriser l'un et l'autre, pas juste qui est le plus fin. Okay? C'est juste pour capter votre imaginaire que je dis ça de même. Donc, je peux avoir un acte de fiducie qui est très, très précis. Très, très large, c'est moi, flou. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, des fiducies. Vous avez entendu ça à un moment donné dans votre vie de personnes qui vont œuvrer dans le monde des affaires. C'est certain que vous avez entendu ça, une fiducie discrétionnaire. Une fiducie familiale, discrétionnaire, c'est en fait ce que je suis après vous présenter ici. Donc, discrétionnaire, c'est que la fiducie, les fiduciaires décident à quel rythme les revenus, à qui. Puis, même chose pour l'immeuble locatif. Puis, à contrario, je vais dans l'autre extrême, je peux avoir un acte de fiducie hyper détaillé. Quel est le pourcentage à chaque année, dans combien de temps on va remettre l'immeuble locatif, à qui, etc. Les conditions d'exclusion, tu fais partie d'une secte, tu gagnes de casino, c'est ça de même, t'exclure, toutes de trucs, OK? Fait que ça, c'est comme le portrait de départ des fiducies. Avez-vous des questions sur ce que j'ai dit? Oui, Charles. Toi, justement, au niveau des fiduciaires, t'en as trois, mais est-ce qu'il y en a un qui. Non, il n'y a pas de. C'est collégial, c'est une personne un vote. C'est pour ça que j'ai un chiffre impair. Pour dénouer l'impasse avec un chiffre pair, c'est pas une bonne idée, un chiffre pair dans des cas comme ça. Fait qu'il n'y a pas de 1. Mais évidemment, c'est comme connu ou su d'avance que c'est monsieur dans ce cas-ci qui va vraiment être le porteur du dossier. C'est lui qui prend les décisions. Puis, dans le fond, avec le fiscaliste qui pense aux stratégies, puis fractionner le revenu, puis toutes les choses qu'on peut faire. Alors, si vous avez une question, vous méritez une bonne petite pause. Là. On va prendre 20, puis on va continuer sur les fiducies à 10 heures.
OK, on repart ça. Donc, on continue sur les alors, on va poursuivre à la fin du cours sur les fiducies. Juste vous dire que je prends un petit peu la même méthode qu'on a vue la semaine passée où quand on parlait de vérification post-mortem, je l'ai identifié comme 5-6 règles qui peuvent s'appliquer. Je les ai numérotées, puis on a regardé ça. Avec les fiducies, je fais un peu ça. Vous allez voir, il y a comme, je ne sais pas le nom final, mais peut-être 5-6 règles particulières. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas vraiment intéressant de parler de numéros de règles telles quelles. Pourquoi je vous le dis, c'est que je vous mets en garde. C'est que chacune des règles, je pense, quand je vais vous les expliquer, ça va être assez simple à comprendre. Je pense, là, vous allez comprendre. Mais ce qui est dur des fiducies, comme bien d'autres sujets en fiscalité, c'est d'intégrer ces règles-là quand ça arrive dans une situation réelle, dans un mini-cas, puis tu sais qu'on ne vous prend pas par la main, c'est normal. Ça, c'est plus difficile. C'est normal. C'est ça la difficulté, c'est le réflexe que je veux créer avec vous. Donc, je vous mets en garde, on va regarder les règles telles quelles. La difficulté, c'est de les introduire, les intégrer quand ça s'applique. C'est ça qui est plus difficile normalement. OK? Donc, on y va. Alors, une des choses qu'on a déjà dites quand on parle des fiducies, c'est que c'est une entité juridique distincte. OK? Donc, faites attention là, dans votre imaginaire. Quand vous voyez l'auteur qui a un bien, qui transfère un bien à une fiducie, puis vous voyez tous ceux qui sont en dessous comme bénéficiaires qui vont recevoir le bien à un moment donné, le moment où le bien est rendu dans la fiducie, il n'appartient plus à celui qui l'a transféré, puis il n'appartient pas encore au bénéficiaire. Donc, c'est la place parfaite pour se mettre à l'abri de la tempête des créanciers si l'auteur était en difficulté de solvabilité. Okay? Mais encore une fois, juste utiliser votre gros bon sens. Est-ce que vous pouvez faire ce genre de transaction-là, dire je vais tout envoyer mes biens dans une fiducie, je vais le nommer comme bénéficiaire avec ma famille, je vais le mettre fiduciaire, comme ça les créanciers n'auront pas accès à mes biens, je fais ça 3 mois avant de faire faillite ou à place de faire faillite. Non, ça ne marchera pas. C'est comme ceux qui disent oh, moi, il n'y a pas de problème, ça n'allait pas trop bien, mes affaires, j'ai tout mis ça au nom de ma femme, puis c'est réglé. Là. Ça ne marche pas de même là, dans la vraie vie, OK, vous comprenez? Donc, c'est vrai que la fiducie peut être utilisée comme outil de protection d'actifs, se mettre à l'abri des créanciers. Mais la base, c'est tout le temps même affaire. Quand est-ce que tu fais ça et que ça marche? C'est quand tu fais ça, c'est quand il fait beau. Il fait soleil, tu as un bilan très positif. C'est juste que tu es dans un milieu d'activité qui est à risque. Fait que tu mets tes biens dans la fiducie. Si jamais plus tard, les choses sont plus compliquées, ils seront à l'abri. Vous comprenez? Tu ne peux pas faire ça à minuit moyenne. OK? Quitter ton appartement à minuit moyenne là, dans le soir. Okay? Donc, oui, protection d'actifs, mais jusqu'à un certain point, puis dépendamment à quel moment, juste avoir ça en tête. Ça n'a même à faire avec une société par action pour cet aspect-là. La différence avec la société par action, c'est que tu peux te remettre le bien comme bénéficiaire après quand que ça s'est un petit peu calmé autour de toi, puis tout fait beau tout d'un coup. Fait que c'est dans ce sens-là que ça peut être utile. Au niveau fiscal, c'est un contribuable distinct. Ça fait très, très longtemps que je vous dis ça. Fait que rappelez-vous qu'une fiducie, que ce soit une succession ou une autre, une fiducie, il y a son propre calcul de revenus à faire, il y a sa propre fin d'exercice, puis il y a sa propre impôt à payer. Et toutes les fiducies sont assujetties à l'impôt. C'est un contribuable comme un particulier, comme une société par action. OK? Donc, ça va. Alors, le calcul d'impôt, on va le voir en détail. Je vais tout de suite briser des rêves, là, ou pas laisser miroiter des espoirs ici. C'est que, comment est-ce qu'on va calculer l'impôt? La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les taux d'impôt qui s'appliquent, c'est les taux d'impôt des particuliers. Donc, c'est la table d'impôt. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a juste un taux qu'ils utilisent, c'est le 53,3. OK? Donc, ça, c'est très, très important de comprendre ça. Ça, c'est un bel exemple. C'est quoi? C'est ma règle numéro 1. C'est-tu facile à comprendre? Mais c'est-tu facile de l'oublier dans le feu d'action? Oui, pas à peu près. Alors, je le répète. Chaque dollar qui sont imposés dans une fiducie, du premier dollar au plus gros dollar que tu peux imaginer, de 1 dollar à 10 milliards de revenus, chaque dollar sont imposés à 53,3. Donc, je n'ai pas de progressivité des taux. C'est ce que j'aurais souhaité comme fiscaliste. J'aurais rêvé de ça. On me dit qu'on prend le taux d'impôt des particuliers. Je suis content.
Donc, 10, c'est 53,3 tu veux utiliser. Fait que, donc, déjà, vous avez votre réponse. Je peux-tu prendre une fiducie pour réduire l'impôt par la fiducie? Pas vraiment. Avec 53,3, je ne vois pas comment tu pourrais sauver de l'impôt. Oui, il y a des transactions fiscales intéressantes qu'on va voir, puis d'autres que vous ne verrez pas parce que c'est compliqué, puis vous allez voir ça si vous poursuivez en fiscalité. Mais avec un taux d'impôt dès le départ à 53,3, qui est le taux marginal maximum d'un particulier, ça coupe les ailes. Okay? Fait que ça, là, facile, tout le monde comprend ça. Je vais vous en passer sur le nez, là, à l'examen peut-être de ça. Là. Mais pas. Quand ça se passe, il faut réagir. Donc, conclusion, ce qu'on va se voir, c'est qu'on ne voudra pas laisser des dollars s'imposer dans la fiducie. On va vouloir imposer les bénéficiaires plutôt que la fiducie parce que je suis à 50%. OK, la fiducie, je comprends. Facile. Deuxième concept important, si je vous parle de fiducie, dans son sens fiscal. Les termes associés aux fiducies, il y en a plusieurs dizaines. Il y a plusieurs types de termes fiduciaires que vous allez utiliser, ou pas que vous allez utiliser, mais que vous allez entendre. Okay? Au sens fiscal, quand tu cherches à déterminer le traitement fiscal, quelles sont les règles qui s'appliquent? Il faut que tu les classes en deux catégories. Tu as deux classements à faire. Okay? Tu as toujours deux classements à faire. Donc, je donne quelques exemples de termes que vous allez entendre peut-être. Okay? Si vous avez dans le monde des affaires. Il y a des termes qui sont juridiques. Il y a des termes qui sont fiscaux. Il y a des termes qui sont les termes usuels des gens qui se parlent de fiducie à tous les jours. OK? C'est quand même rare ce monde-là, mais il y en a. OK? Fait que fiducie personnelle, fiducie de revenus, fiducie mixte, la succession comme fiducie. Bon, il y a plein d'exemples de ça. Tantôt, on va voir les fiducies exclusives en faveur du conjoint. Il faut toutes les classer selon deux catégories. Première catégorie, c'est de dire, OK, la fiducie qui est devant moi, la proposition de structure qu'on me présente avec une fiducie, est-ce que c'est une fiducie testamentaire ou non testamentaire? C'est ce que je vous ai dit en introduction des fiducies. J'ai dit, je vais vous le dire où on se place. Fait que je veux juste qu'on va voir des exemples de ça tantôt, mais juste, encore une fois, retaper sur ce flou-là. Une fiducie testamentaire, c'est une fiducie qui prend acte, qui devient en vigueur suite à un décès. Puis une fiducie non testamentaire, il n'y a pas de décès dans mon histoire. C'est l'exemple que je vous ai montré avant la pause. J'avais monsieur, il est en vie, transfert l'immeuble locatif à la fiducie, il est bénéficiaire, il est fiduciaire, il a sa famille comme. Ça, là, c'est une fiducie non testamentaire. Mais il y a des fiducies testamentaires, comme la succession et d'autres que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, qui sont des fiducies testamentaires, qui prennent naissance suite au décès. Okay, donc, ça, c'est le premier classement. Il va y avoir quelques règles fiscales qui peuvent être différentes. Il y en a de moins en moins. Il y a encore une petite différence, un élément bien, bien précis que je vais mettre l'emphase là-dessus tantôt. OK, ça, c'est la première classification. Elle est testamentaire ou non testamentaire. Deuxième classification, est-ce que c'est une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou non? Okay, c'est long à dire, là. Est-ce que c'est une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou non? Quand vous entendez la phrase dès le départ, là, le terme fiducie exclusive en faveur du conjoint, si je vous demandais de parier sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, comment vous me répondriez? Juste fiducie exclusive en faveur du conjoint, juste en termes de test de français. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Peu qu'on a vu à date, là. Vous avez vu la fiducie, vous avez vu les bénéficiaires. Oui, Kevin? Je vais m'essayer Oui. de dire une fiducie qui aura pour but d'optimiser les gains du conjoint. Oui. Je vais juste rajouter quelque chose. Oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un seul bénéficiaire. Tu sais, quand je vous montrais les bénéficiaires tantôt, pour que ça soit une fiducie exclusive en faveur du conjoint, ça me prend une seule bénéficiaire, et c'est le conjoint de l'autre dans la fiducie. Okay? Puis on va voir ça, ça va amener des règles fiscales particulières. Donc, pas si compliqué, mais encore une fois, ça peut vous passer sur le nez, vous oubliez de ah, c'est vrai, je n'avais pas vu, je n'avais pas pensé, tu sais, tout ça, là. Il y a beaucoup de ces éléments-là dans les fiducies. Fait que, je veux savoir toujours, si c'est testamentaire ou pas, je veux savoir, est-ce que c'est une fiducie exclusive en faveur de la conjointe ou pas. Vous comprenez, j'ai les 4 mix possibles, là. Testamentaire exclusive en faveur de la conjointe, non testamentaire, bon, je ne ferai pas tout, là, mais non testamentaire, exclusive en faveur de la conjointe. Bon.
La matrice, là, on va faire les 4 combinaisons. OK. Fait que ça, c'est règle numéro 2. Il faut que je classe ça parce que ça a des impacts fiscaux qu'on va voir un peu par après. Ah. Donc, OK, ça va, on suit ça. Alors, un exemple de fiducie non testamentaire, ça peut ressembler à ça, mais ça, c'est rien de nouveau, c'est ce que je vous ai présenté tantôt. OK? Donc, regardez, les monsieur, dans mon exemple, transfère un bien ou des biens en fiducie, il met sa gang comme bénéficiaire. L'acte de fiducie est discrétionnaire à la volonté des fiduciaires qui vont décider qui des bénéficiaires vont recevoir les revenus, dans quelle proportion, qui va recevoir l'immeuble locatif, quand est-ce, à quel moment. À quel moment et dans quelle proportion. OK? Il y a d'autres choses aussi, mais. Donc, ça, c'est un exemple non testamentaire classique. Là, maintenant, je vais vous montrer, OK, c'est important, je vous avais dit pour vous aider un peu à comprendre quelque chose qui est très abstrait, quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie, là, normalement, OK? Donc, là, on bascule, on passe d'une fiducie non testamentaire à testamentaire. Là, on est dans un contexte de décès. OK, là, il y a un décès. Le décès se produit, il y a une fiducie qui s'ouvre automatiquement. Puis ça fait 3 semaines qu'on en parle. Je vais juste la mettre sur l'acétate, juste que vous puissiez voir les analogies qu'on peut faire avec la fiducie qui est non testamentaire, juste par rapport à la terminologie. Mais comprenez ici que je veux juste reprendre la succession. Okay? Donc, la succession, c'est un contribuable fiscal, c'est une fiducie, ça fait 3 semaines qu'on en parle. Alors, à quoi ça ressemblait? Ben, j'avais ma fiducie, la succession. Là, l'auteur, c'est le décédé dans mon histoire. Vous comprenez? C'est le décédé. Puis, les biens, c'est pas qu'il transfère les biens qu'il veut. Tout le patrimoine de décès du décédé transite par la succession qui est une fiducie. Vous comprenez? Et toutes ces dispositions-là se font quoi? À la juste valeur marchande, sauf pour les biens qui seront ultimement remis au conjoint, à la conjointe survivante. C'est toutes des choses qu'on a vues, mais je veux juste vous le remontrer avec un petit visuel qu'on est dans les fichiers, parce que c'est bien de revoir ça dans ce contexte-là. OK, fait que oui, je me rappelle de tout ça. Là, évidemment, ce n'est pas des fiduciaires que j'ai, c'est juste de la terminologie, parce que c'est le même rôle pas mal. J'ai des liquidateurs testamentaires. Puis ils vont gérer en fonction de quoi? En fonction de ce qui est écrit, pas dans l'acte de fiducie, mais dans le testament. Qu'est-ce qui est écrit dans le testament? Ou s'il n'y a pas de testament, c'est dans le code civil. Et ça ressemble. Le transfert de tous les biens du décédé, Oui. est-ce que ça se fait avant ou après qu'il y a eu le partage des biens entre lui et sa conjointe s'il en aurait une, s'ils sont mariés? OK. C'est la bonne question. Tous les biens sont transférés au moment du décès. OK? Donc, évidemment, les biens sont transférés avant le partage du patrimoine. Okay? Donc, tous les biens s'en vont là. Puis là, pendant qu'on est là, ce qu'on a fait ce matin, on brasse la soupe comme on l'a fait ce matin. Tous les biens sont transférés. Donc, les biens sont transférés avant le partage du patrimoine. OK. Je n'ai pas, soi-disant, des bénéficiaires, mais j'ai des héritiers. C'est le même rôle. Ils vont recevoir les biens en vertu, encore une fois, du testament ou du code civil. On espère qu'il y a un testament pour que ce soit plus clair, qu'il y ait moins de confusion. Mais ça peut être le code civil s'il y en a pas. OK. Fait que, on voit que oui, ça ressemble. Fait que là, il n'y a rien de nouveau. Là, la prochaine acétate, c'est quelque chose de nouveau. Je vous en garde. Ce que je vais vous présenter, c'est une fiducie testamentaire. Encore une fois, contexte de décès, mais pas la succession. OK? Donc, je veux juste vous illustrer, discuter avec vous pourquoi ça peut être intéressant, déboulonner des mythes, peut-être qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas réelles par rapport à ces fiducies testamentaires-là. Bref, on va jaser là-dessus. Okay? Donc, la prochaine acétate, je vous mets un contexte de décès, donc je remets toute la même histoire. Je remets la succession. Je remets les liquidateurs testamentaires. Mais regardez bien ce qui se passe. Alors, regardez qui sont les héritiers. Oups! Les héritiers, c'est quoi les enfants? C'est une fiducie en faveur des enfants et c'est une fiducie exclusive en faveur de la conjointe. Donc, vous comprenez que
le testament, ce qu'il prévoit, c'est là qu'il y a comme un jeu entre le testament et les fiducies, testamentaires, bien sûr, c'est qu'au lieu de remettre les biens directement aux enfants, directement à la conjointe, on lègue aux fiducies. Et qu'est-ce qui vous pensez est bénéficiaire de ces fiducies-là? On sait qu'exclusive en faveur de la conjointe, on n'a pas le choix, ça va être la conjointe. Puis ici, il va y avoir les enfants. Donc, je veux juste m'assurer qu'on comprend la séquence ici. Monsieur décède, les biens passent par la succession. Les liquidateurs regardent le testament. Le testament dit, je n'ai pas de quoi. 40% des valeurs vont aller aux fiducies aux enfants, 60% à la fiducie exclusive en faveur de la conjointe. Puis, il va y avoir aussi un acte de fiducie pour ces fiducies-là pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les revenus, qu'est-ce qu'on fait avec les biens, quand est-ce qu'on les remet? On va les remettre peut-être à un moment donné à la conjointe ou aux enfants. Alors, j'arrive avec ma question. J'arrive avec un petit peu la discussion. Pourquoi on fait ça? Il y a plus, on fait plus d'impôts. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ferait ça? Oui, Amélie. Pourquoi tu penses qu'on ferait ça? De ne pas donner les biens directement à la conjointe, pas donner les biens directement aux enfants. On met ça en fiducie, il y a des gens qui vont gérer ça pour les enfants, pour la conjointe. Pour les protéger des éventuelles dettes qu'ils auraient contractées. Quoi, tu dis ça? Quoi, tu sais, oui? Pour les protéger des éventuelles dettes qu'ils auraient contractées. Des dettes? Non, non. Disons que on va mettre les enfants à 5 ans et 6 ans, là. Fait que, tu sais, pas vraiment, c'est pas quelque chose qui me vient en tête. Je ne dis pas que c'est impossible que ce soit une des raisons. C'est pas la première raison. Oui, Amélie? Est-ce que ça serait pour éviter que si jamais la succession, c'est vraiment long avant que ça se stable, puis qu'elle de l'envoyer dans une fiducie, avoir au moins quand du revenu, ou c'est si la famille va avoir trop de chicanes, puis qu'on peut garder ses par eux-mêmes? OK. Je pense pas que c'est pas ça. C'est pas ça que, encore une fois, peut-être qu'il y a des raisons qui pourraient rejoindre les tiennes, mais c'est pas la raison principale. Oui, Mathis? Est-ce qu'il y aurait un roulement OK. dans l'équation pour les enfants? OK. Hey, ça serait extraordinaire si on avait découvert ça. Ça fait comme 3 semaines que je parle. Il n'y a pas de roulement, c'était juste enfant, puis j'avais juste à vous dire, ouais, mais si tu envoies une fiducie aux enfants, non, mais tu sais, je ne me vois pas de ta réponse, mais je profite de ta réponse pour qu'on raisonne ensemble. Fait que, non, ça ne sera pas ça, mais tu as une bonne réponse pareil. C'est vrai pour la fiducie exclusive en faveur de la conjointe. Tu sais, c'est vrai ce qu'il dit. Les biens qui ne sont pas légués directement à la conjointe, mais qui sont légués à la fiducie exclusive en faveur de la conjointe, ils vont se faire à roulement. On va parler de la logique, il y a une logique là-dessus. C'est logique que ça soit ça, mais c'est vrai. Mais non, Mathis, dans un monde de licorne peut-être, mais sinon, non, il n'y a pas de roulement là pour ces enfants. Oui. Si les enfants sont mineurs. Ouais. C'est ça donc, ce que tu fais ressortir, puis c'est peut-être un peu décevant, pour les fiscalistes en vous, il n'y a aucune passe fiscale là-dedans. Il y a zéro chauffe d'impôt, il y a zéro reporte d'impôt, c'est zéro ça. C'est juste le gros, l'expression, c'est juste logique de dire que si j'ai 2 millions de valeurs à léguer à mes enfants, je souhaite avoir des petites règles du jeu, même si je suis pied sur terre. M'assurer qu'ils ne dilapident pas cet argent-là, soit à 12 ans ou à 13 ans, où on peut garder le contrôle même si ce n'est pas de fiducie. Jusqu'à 18 ans, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas mis de fiducie, tu as légué aux enfants qui étaient mineurs, c'est 2 millions. À 18 ans, là, il n'y a plus d'élastique possible. Ils prennent le 2 millions, ils font ce qu'ils veulent. Fait que la fiducie va permettre d'avoir un certain contrôle, puis d'oser cette histoire-là, puis dire, je pense que ce qui est mieux au niveau des finances personnelles pour un jeune adulte, une jeune adulte de 18 ans, c'est de dire, peut-être qu'elle peut toucher 100 000 $ à l'âge de ses 18 ans, puis en mettre un autre bout à 25 ans, puis en mettre un autre bout à 35 ans. Puis c'est juste ça là, que vous comprenez, là, je peux bien en parler pendant 1 heure, on n'avancera pas. Il n'y a rien de bien compliqué à ça. C'est pour ça qu'on fait des fiducies testamentaires en faveur des enfants, puis pour exclusive en faveur de la conjointe. Exclusive en faveur de la conjointe, il y a quelque chose de plus pointu à raconter, je vais la raconter tantôt. Il y a quelque chose de plus qu'on peut s'imaginer. Mais pour les enfants, c'est de dire, je veux dire, évidemment, si l'enfant a 45 ans, puis il hérite de 70 000 $, je ne fais pas de fiducie aux enfants, là, OK? Mais c'est une question d'ordre de grandeur des dollars qui sont légués, combinés à âge, maturité de l'enfant, en gros. OK?
Fait que c'est pour ça, là. Fait que au début, là, l'idée que, ouais, il a fait une fiducie, il a sauvé de l'impôt, tu sais, comme ça, là, non, il n'y a pas de ça là-dedans dans mon histoire, malheureusement. Il y a déjà eu quelque chose comme ça avant 2016, mais je ne vais rien en parler, c'est comme faire du bon vieux temps, la vérité, là. Mais là, il n'y a plus vraiment de gros sport fiscal ici. Ça va, vous le comprenez, vous le voyez? Ça peut être très difficile. Encore une fois, il faut que ce soit des dollars significatifs. Je n'ai pas une règle du pouce de dire on peut penser à ça à partir de 100 000 ou à partir de 500 000. Là, c'est propre à chacun, mais c'est sûr que tu ne fais pas une structure de même pour 60 000 piastres ou 80 000. Pour les enfants, Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Là. pour les enfants, c'est OK, mais pour la conduite, on n'a pas compris. OK, oui, je vais l'expliquer la prochaine. On y va. On y va. Mais la conduite, il y a quelque chose de plus à dire. Oui. Si jamais il y aurait eu des enfants handicapés, ça aurait-tu été mieux de faire ça? OK. S'il y a des enfants handicapés dans l'histoire, je vais juste vous répondre général, OK? Parce qu'on défie les règles générales d'application. Il y a effectivement du fractionnement d'impôts possible avec les fiducies, avec un enfant handicapé. Ça, je n'en parle pas dans le cours, c'est un choix parce que ça va à l'inverse de la règle générale, ça devient un peu contre-productif pédagogiquement, mais si autour de vous, vous connaissez, il y a des enfants handicapés, il y a peut-être des éléments intéressants à faire avec les fiducies. Oui. Je me sens des séries. Est-ce que la fiducie, mettons, aux enfants, est-ce qu'elle apprend à avoir des décès? OK. Ah non, OK, tu me fais penser. Non, la réponse est non. La fiducie aux enfants, elle devient active, réelle au moment du décès. Sauf ce que Amy dit, c'est super important, je m'en ai passé à côté. Comprenez que la succession, on n'est pas obligé de la créer, c'est le Code civil qui l'a créé. Ces fiducies-là, là, aux enfants, excusez, il faut le créer quand tout le monde est en vie. Là, tu ne fais pas ça après le décès, tu n'aurais pas le droit. Donc, il faut le faire avant le décès. La preuve, c'est que c'est dans le testament que c'est écrit qu'on remet les biens, non pas aux enfants, mais à une fiducie aux enfants. Fait que tout ça doit être, tu as raison, planifié d'avance. C'est pas, on improvise ça une fois qu'il est décédé, on ne pourrait pas, même si tout le monde est d'accord, on ne pourrait pas faire ça. Oui. Mais la fiducie va se créer juste au décès. Oui, exactement. Elle entre en vigueur, mais il faut qu'elle soit évidemment toute pensée, réfléchie, planifiée. C'est ça la distinction. Donc, elle est planifiée avant, elle entre en vigueur sur le décès parce que c'est une fiducie testamentaire. Ouais. OK, excellent. Très bonne question. OK, là, ça m'amène la prochaine règle générale ou la prochaine règle fiscale en point de fiducie. Écoutez bien, celle-là est très importante. Toute importante, mais celle-là, j'ai déjà commencé à en parler. Réfléchissez avec moi, comprenez, suivez-moi. Quand on transfère un bien dans une fiducie, à la base, une fiducie, c'est à la juste valeur marchande. OK, fait que là, levez la tête un peu quand je dis ça. Est-ce que moi, je vais transférer un immeuble locatif, ça fait 20 ans que je l'ai dans une fiducie, vous pensez? Pensez à ça, là. Que vous le voyez? La réponse est non? Mm-hmm. Non. Pourquoi, Marc, que tu ne transférerais pas un immeuble locatif, que ça fait 20 ans que tu l'as, dans une fiducie? Ben, parce qu'il va y avoir une méchante facture d'impôt. En 20 ans, il va y avoir de l'accroissement, il va y avoir de l'amortissement que j'ai pris. Il y a un gros cocktail d'impôt qui s'en vient. 1 million, 2 millions, juste pour faire mon intéressant dans les 5 à 7, dire hey, je vais transférer mon immeuble locatif dans une fiducie. Non. Mais à contrario, derrière la règle, il y a aussi la façon de l'optimiser. Fait que si ce n'est pas le bon moment de transférer un immeuble locatif, quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans que je l'ai, quand est-ce que c'est un bon moment de transférer un immeuble locatif dans une fiducie? Quand est-ce? Quand tu l'achètes? Quand tu l'achètes, là, ça fait 6 millions, la juste marchande est 6 millions, le coût est 6 millions. Là, tu le transfères. Ça fait pas mal de le transférer à juste marchande, il n'y a pas d'impôt. Ça, c'est normal, là, parce que toi, tu vas payer avec l'argent après impôt, ton 6 millions, son PDR. C'est pas un cadeau, mais regardez combiné à l'autre affaire. Donc, l'entrée, là, c'est juste vers la marchande. Si on pousse la réflexion plus loin, ça veut dire que c'est des biens qui n'ont pas de plus-value accumulée, sinon je ne sais pas ce que je fais là-dedans. OK? Puis là, si je transfère à juste vers la marchande avec un bien que je viens d'acheter, regardez bien la suite de l'histoire. Fait que ça rentre en roulement à juste vers la marchande. Ce qu'on ne s'est pas dit encore, c'est quand les biens sont remis aux bénéficiaires, il y a encore un transfert de propriété, il y a encore une disposition fiscale, la question se repose. Ça rentre à juste vers la marchande, ça sort à quelle valeur au niveau fiscal? Ça rentre à quelle valeur, vous pensez? Wow! Roulement. Opportunité. Opportunité. Là, c'est sûr que je vais aller loin. Là,
c'est pas grave, je jase avec vous, on parle de fiducie. Il y a des bouts qui peuvent être un peu compliqués, mais je veux quand même les dire. Ça sort en roulement. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Fait que juste comprendre la règle avant d'aller plus loin, là, qu'est-ce que je veux dire par là? Faisons-le avec l'immeuble locatif. J'achète un immeuble locatif cette année, il coûte 5 millions. Vous suivez? C'est le temps, je l'envoie dans la fiducie. Ça me coûte zéro d'impôt. Vous suivez? Mon but, c'est de le remettre à mes enfants plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Comprenez-vous si j'attends 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de le remettre à mes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vais le vendre à juste dans la marchande, je vais avoir un méchant impôt. Si je l'envoie en fiducie tout de suite, je l'ai placé là en attendant. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va valoir plus 1 million, 15 millions, mais la seule affaire, ça va sortir à 5 millions. OK? Fait que là, l'enfant va le recevoir. Évidemment, il y a un impôt latent. S'il le revend le lendemain matin, l'enfant, ça n'a rien changé là, dans mon histoire. Mais si c'est pour le garder, tu viens de reporter de l'impôt. OK, il y a un bout de ce que je dis, c'est pas. Je vous le raconte. Je ne poserai pas une question pointilleusement à l'examen. C'est juste pour vous essayer de faire voir un petit peu l'intérêt de ça. C'est bien beau de dire transférer un immeuble locatif. Pourquoi je le ferais? L'exemple que je viens de vous donner, ce serait un bon exemple de rapport d'impôt. Oui, Amy? Mais je comprends pas, Oui. mais il y a un roulement pendant. Quand on sort, quand on sort les biens, tu comprends? On peut revenir, je peux revenir à la. OK. OK. Quand le bien du décédé, quand il décède, tous les biens qui vont être transférés de la succession à la fiducie aux enfants, comme si tu l'avais remis aux enfants, il n'y a pas de roulement. C'est là qu'il n'y a pas de roulement. C'est dans cette déclaration-là qu'il n'y a pas de roulement. Vous suivez? Ouais. Quand on va remettre les biens plus tard, là, il y a un roulement. Là, il y a un roulement. Okay, bonne question, là. Fait que si on revient à mon exemple de base, ça rentre à juste valeur marchande, ça sort en roulement. Avec des applications possibles, intéressantes de rapport d'impôt, mais je ne mettrai pas l'emphase sur les rapports d'impôt, ça devient compliqué. Fait que retenez cette règle-là, ça c'est la règle. Pour faire ça, c'est un bon exemple de dire OK, je le comprends. Mais si je ne vous mets pas dans le contexte, je vous parle d'une situation fiscale avec une fiducie, ça s'applique, il faut être capable de le gérer aussi. C'est ça la difficulté. Oui. Est-ce que ça fonctionne juste pour une fiducie testamentaire? Non. Aussi? Testamentaire ou non testamentaire, ça marche ce soir-là. OK? Fait que là, je vais juste revenir dans mon histoire. Fait que je suis dans le non testamentaire aussi, mais testamentaire, c'est la même histoire. OK? Oui. Le testamentaire, ça ne fait pas que ça rentre à la JBN, qui est déjà la date du décès. Oui, c'est ça. Pas le roulement est au même. Hein? Le roulement va être. Non, mais si tu remets le bien défiscalisé à l'enfant, tu le remets ça. C'est un roulement, on ne le dit pas parce que c'est automatique, c'est évident. Okay? Fait que revenons dans la non testamentaire, ça a plus de sens, l'exemple. C'est facile à comprendre, parce qu'on comprend que dans une fiducie aux enfants, ben non, ça peut prendre de la valeur des biens, etc. Mais bref, revenons dans le non testamentaire, je transfère un immeuble locatif juste dans ma chambre, je remets l'immeuble locatif aux enfants, 100, 15 ans, 20 ans, plus tard qu'il y a une plus-value, tout, je m'en sors, ça sort en roulement. L'impôt, il va être plus tard qu'un gros vent. OK. Ça, c'est une fiducie, toutes les fiducies non testamentaires, toutes les fiducies, testamentaires aussi, mais personne ne fait non testamentaire, sauf, regardez la quatrième. Quatrième règle, c'est de dire, là, faites attention, si c'est une fiducie exclusive en faveur du conjoint, qu'est-ce que vous pensez qui change dans mon histoire? Ça rentre en roulement. Ça rentre en roulement. Ça sort en roulement. C'est quoi la logique, là, si je ne veux pas la prendre par cœur, Marc, toutes ces règles-là? La logique, c'est si tu avais remis le bien directement au conjoint, OK, il y aurait un roulement, tout le monde sait ça, qu'on parle de ça, là. Il y aurait un roulement. Mais si tu passes par une fiducie, puis la fiducie remet le bien à la conjointe, il faut que ça donne le même résultat fiscal. Et ça donne le même résultat fiscal. Roulement, roulement. Remarquez que fiducie exclusive en faveur de la conjointe veut dire une seule bénéficiaire, c'est le conjoint. Je ne peux pas avoir des enfants là qui donnent tout au conjoint, fait que c'est une fiducie. Non. Tout seul, exclusif. C'est ce qu'on se disait tantôt. Il y a d'autres règles qu'on va dire là, après, là, mais. Oui, Charles-Antoine? Non, c'est correct. Bon. Donc, ça, roulement. Encore une fois, c'est des bons exemples. La règle qu'on vient de voir, la 3 et la 4, vous ne le direz pas, il ne faudra pas écrire en gras, là, dire
Ça, c'est une fiducie exclusive envers la conjointe. Donc, tu sais, je ne fais pas le raisonnement pour vous. Je vais le voir. OK. Bon. Là, je vais mettre un peu. Je vais jaser un peu de la fiducie exclusive en faveur de la conjointe. C'est un outil extrêmement important, intéressant dans la vie moderne. OK? Puis, pour bien la comprendre, on va se situer maintenant dans un contexte testamentaire. OK? Pensez, situation testamentaire, pensez, au lieu de remettre les biens directement à la conjointe, je vais remettre les biens, dans mon testament, c'est écrit, je ne remets pas les biens à ma conjointe, je remets les biens à une fiducie exclusive en faveur de ma conjointe. Vous comprenez? Mettez-vous dans le contexte de l'essai pour qu'on comprenne bien les règles. OK? Fait qu'on va commencer un peu théorique avec les conditions à respecter. Quelles sont les conditions à respecter pour qu'une fiducie soit considérée comme une fiducie exclusive en faveur de la conjointe? La première condition est super facile à comprendre. Tout revenu de la fiducie est payable au conjoint bénéficiaire. Okay? Donc, une fiducie exclusive en faveur de la conjointe, contexte testamentaire, tous mes biens valent 2 200 000 j'ai toutes sortes de trucs là-dedans. J'ai un immeuble locatif, j'ai un REER, j'ai un terrain, j'ai des actions de PME, j'ai plein d'affaires. 2 200 000 ça ne déclenche pas d'impôt, ça s'en va là-dedans. On en fiducie. Puis j'ai une seule bénéficiaire possible, c'est ma conjointe. Okay? Ces biens-là de 2 200 000 ça va continuer à faire des revenus. Ces revenus-là, à chaque année, je n'ai pas le choix. Regardez la première condition. Je dois payer les revenus à la conjointe bénéficiaire survivante. Ça va? Donc, première condition, c'est pas compliqué. C'est un et, donc ça prend les deux conditions. Regardez la deuxième, comme ça donne mal à la tête. Lisez-la, donnez-vous mal à la tête une minute. Lisez-la 2-3 fois. C'est compliqué à lire parce qu'il y a une double négation là-dedans, il faut que je la traduis après. Mais c'est important, le nerf de la guerre, le cœur de l'utilité de la fiducie exclusive envers la conjointe dans un contexte d'essai est dans cette condition-là. Alors moi, je l'ai traduite, cette condition-là, je l'ai traduite comme ça. C'est la même chose, je le dis différemment. Il est possible, c'est la deuxième condition, je parle de la deuxième condition, il est possible de remettre 100% du capital. Donc, tous les biens qui sont dans la fiducie, je peux les remettre à quelqu'un d'autre que la conjointe survivante. La seule affaire, c'est que je dois attendre que cette conjointe-là décède. Okay? Donc, c'est ça que ça dit. Il est possible de remettre 100% du capital à quelqu'un d'autre que le conjoint bénéficiaire, mais seulement après son décès. Seulement après son décès. Commencez-vous à comprendre, on s'en va. Pensez, on va rajouter, pensez famille reconstituée. Pensez à ça de ça. Pensez famille reconstituée. Oui, comment? Donc, juste pour être sûr que oui. je peux donner 100% de ce que j'ai mis dans la fiducie à quelqu'un qui n'est pas mon conjoint si mon conjoint est mort avant ma propre. Non. Faut que tu te fasses décéder avant. Faut que tu te fasses décéder avant, ça ne marche pas. Tu sais, je décède. Je reviendrai pas. Je décède. Au lieu de léguer ma conjointe, je lègue une fiducie exclusive. Moi, je suis là. Bon. Fait que là, pour remettre, c'est bien parti. Là. Tous les biens qui sont dans la fiducie exclusive avant la conjointe, je ne suis pas obligé de les remettre à la. Il faut attendre qu'elle décède pour remettre avec les enfants. Quelqu'un d'autre, les enfants. C'est ça la deuxième condition. Y a-t-il une durée limitée à ça? Non, il n'y a pas de durée limitée. Tantôt, il va y avoir une durée limitée, mais ça ne s'applique pas à ce contexte-là. OK? On va laisser ça de même pour l'instant. On va revenir. Oui, j'ai comme deux questions. Oui. Tu sais, une fois que tu décèdes, oui. ça crée une fiducie conjointe. Oui. Il y a quelqu'un qui gère cette fiducie-là. C'est vu d'avance. Tu le sais, c'est pas un hasard si on remet les biens ou pas. C'est connu, c'est voulu d'avance. Si tu fais une fiducie exclusive envers la conjointe, puis tu lègues tes biens à la fiducie exclusive envers la conjointe, c'est parce que tu le sais que tu veux lui donner les revenus à chaque année, ça, tu n'as pas le choix. C'est correct, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Okay? Tu veux le roulement, et tu ne veux pas remettre les biens à la conjointe de son vivant.
qu'elle remette ces biens-là à quelqu'un d'autre et non pas mes enfants. Famille reconstituée, là, c'est là l'histoire de la famille reconstituée, que ça débloque plein de situations complexes. Quand tu as un conjoint, tu l'aimes, dans 20 ans, tu es avec, mais c'est pas la mère ou le père de tes enfants. Tu as un méchant dilemme là, quand elle arrive pour faire ton testament, comment tu organises ça, tu veux le roulement, mais les biens, Caroline, tu veux pas, parce que ce que je veux vous dire, une fois que tu as légué directement à une personne, tu peux pas lui dire hey, je te le lègue, mais n'oublie pas qu'il faut que tu le lègues aux enfants. La personne peut faire ce qu'elle veut après. C'est ça l'enjeu de la fiducie, c'est l'affaire de la conjointe. Il y a d'autres utilités, mais l'utilité la plus probante, que je vois qui est la plus pertinente, facile à comprendre aussi, c'est ce contexte-là. Famille reconstituée, conjoints qui ne sont pas parents des enfants de l'auteur du testament, au lieu de léguer directement, lègue à une fiducie, c'est l'affaire de la conjointe. Fais pas ça avec sont mariés, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, puis c'est la mère des 4 enfants, là. En tout cas, tu peux le faire, là, mais c'est pas ça l'idée. Là. Oui. Est-ce qu'il y a une limite de règles à mettre? De règles? Est-ce que Oui. il y a une limite que, comme quoi on peut pas faire ça ou c'est vraiment la règle que je veux mettre? Oui, en gros, là, en tant que ça respecte le code moral, là. OK, non. Fait que, oui, tu peux, autrement dit, tu pourrais, moi, je vais avec des choses assez drastiques pour aider la compréhension. Fait qu'ici, le côté drastique, c'est de dire, la fiducie exclusive envers la conjointe va faire en sorte que c'est prévu. C'est prévu d'avance, il y a des clauses. Puis la clause, ça dit, madame ne touchera à aucun élément du capital. C'est prévu. C'est ça le but. C'est dans mon histoire, c'est ça le but. On va recevoir le revenu. Et ça pourrait aussi dire, elle va toucher 50 tu sais, on pourrait mixer ça. Là. Mais c'est juste pour savoir, dans le fond, quand la personne décède, Oui. là, il y a la fiducie qui se crée, puis là, il y a comme le roulement directement à la fiducie de la conjointe. Oui. Mais si ces biens-là ne sont pas remis, comme la fiducie, il ne se passe rien avec tant que le conjoint ne décède pas. Exact. Fait que ça reste là, puis elle sait que ça ne va pas à elle. Exact. Ça décide. Exact, qu'on soit les revenus à chaque année générés. Puis c'est correct aussi, mais c'est important ce que tu dis, Annie, dans ton questionnement. Ça ne règle pas tout, tu sais, la fiducie avant la conjointe. Ça règle la question que le capital, la vente des biens, c'est mes biens, après tout, vont aller à mes enfants. C'est pas la mère de mes enfants, mon histoire. Ça règle ça. Mais ça ne règle pas l'idée que les enfants peuvent avoir rien pendant 20 ans, 22 ans, 23 ans. Fait que ça ne règle pas l'idée de dire peut-être qu'il y a un peu de biens défiscalisés que j'aurais voulu remonter. C'est ça qui est fabuleux de la planification testamentaire. C'est que c'est pas du mur à mur. Tu peux tout moduler ça selon tes objectifs et rendre ça intelligent pour toi. Oui. Mais comment on peut sortir de la fiducie? Au final, tu sais, la conjointe décède, faut que ça sorte de la fiducie aussi, à un moment. Oui. Mais quand elle décède, ça sort, puis là, ça sort à juste d'enchant, ça déclenche d'impôt. Non, le roulement, parce que réalise que, tu sais, si on suit la logique, juste la logique, OK? Quand il y a eu le décès, il y a eu un roulement. Vous suivez? Il y a eu un roulement. Les biens sont restés là. Elle, la conjointe est décédée, c'est ça qu'on remet les biens. Là, tu remets les biens aux enfants. C'est les enfants qu'ils avaient eu au début, il y avait l'impôt. L'impôt, c'est pas. Mais là, on est rendu loin, c'est correct. J'accepte toutes vos questions, j'aime ça, vous êtes curieux. Mais on va loin là, dans le raisonnement. C'est correct, j'ai aucun problème avec ça. Je vais juste vous dire, là, on est pas grave si vous ne comprenez pas tout ce qu'on est après dire en ce moment, tout le monde en même temps. OK? Fait que. Tu sais que c'est vers la conjointe. Famille reconstituée, c'est bel outil. OK? Non, pas ça pour 72 000 $. Faut le bordel avec ça, 72 000 $. Oui, question, non? Ça revient un petit peu. OK, donc, fiducie, exclusif en faveur de la conjointe. Alors, des fois, je la pose plus là, comme ça, là, théorique, trop théorique, j'aime pas ça. Là. Mais je la posais avant, je l'ai posée celle-là une couple de fois dans mes examens. C'est quoi l'avantage de la fiducie exclusive en faveur de la conjointe? Puis là, tous ceux qui me disaient juste, ça permet de faire un roulement, vous comprenez que tu ne peux pas donner tous les points. Parce que tu vois la moitié de la logique. Tu sais, le roulement, oui, c'est un avantage, mais je l'aurais le roulement si j'avais légué directement à la conjointe. Il faut dire plus que ça. C'est le roulement combiné au fait qu'on peut garder, le testateur, celui qui décide, peut garder mainmise sur les biens, puis décider lui-même à l'avance que quand sa conjointe va décéder, les biens ne vont pas aux héritiers de la conjointe, mais vont aller à ses enfants.
C'est ça, l'histoire complète. Oui. C'est obligé d'être ses enfants ou ça peut. Ah non, ça peut être n'importe quoi. Oui, n'importe qui. N'importe quoi. N'importe qui. C'est souvent avec les enfants puis le conjoint que ça joue ici. OK. Donc, contrôle et gestion des biens. On vient de se le dire, on vient de juste l'illustrer ici. Donc, on vient de se dire ça de plusieurs façons. OK, excellent. Quoi d'autre que j'aimerais vous dire? Pas mal de choses encore, mais pas des gros éléments. OK, donc, on a dit que une fiducie, et là, je vais commencer par une fiducie, qu'elle soit testamentaire ou non testamentaire. Quand je calcule le revenu d'une fiducie, à chaque année, une fiducie peut gagner du revenu. S'il y a des immeubles locatifs, s'il y a des actions de société, il peut y avoir du revenu de location, il peut y avoir du revenu de dividende, il peut y avoir les mêmes revenus que quelqu'un en chair en os peut faire, sauf peut-être des revenus d'emploi. La fiduciaire ne fait pas un revenu d'emploi. Okay? Comment on calcule le revenu, pas d'impôt? Je commence par le revenu 3, 3B, 3C, 3D, c'est pas grave, là, il faut que je me souvienne la structure, mais c'est là que je suis. Revenu fiscal, pas d'impôt. Revenu, ça se calcule pareil comme dans une société par action ou un particulier. OK? Fait que du gain capital, c'est du gain capital, du dividende, c'est du dividende, revenu d'intérêt, revenu de location. Donc, le revenu se calcule pareil, un particulier ou une société par action, on fait juste les petits ajustements, je ne cherchais pas des revenus d'emploi, je ne cherchais pas des pensions alimentaires, je ne cherchais pas des REER, je ne cherchais pas des frais de garde. Bon, tu s'entend? Donc, revenu. La seule chose qu'il faut comprendre dans le calcul du revenu quand je donne une fiducie, c'est la ligne qui est écrite ici. Les revenus qui sont payés aux bénéficiaires à chaque année donnent une déduction équivalente dans la fiducie. Puis, ces revenus-là qui sont payés aux bénéficiaires deviennent imposables pour les bénéficiaires. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je paye tous les revenus de l'année de la fiducie aux bénéficiaires, quel est le revenu fiscal dans la fiducie? Zéro. Puis quel est le revenu pour les bénéficiaires? Bien, la somme des revenus que j'ai payés aux bénéficiaires. Donc, c'est comme la mécanique de in and out, entrée, sortie, les vases communicants. Et c'est là, cette règle-là est facile à comprendre. Mais c'est là que ça se passe de dire, comprenez-vous, l'erreur à ne pas faire, c'est d'avoir un acte de fiducie qui dit on va payer 50% des revenus à chaque année aux bénéficiaires, 50% on va le laisser dans la fiducie. Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Le 50% de revenus qui est imposé dans la fiducie est imposé à combien? 53,3, on l'a dit, première acceptable, première règle. Elle est loin, hein? Puis, je n'aurais peut-être pas pensé. Ah, ouais, c'est vrai. C'est ça que Marc, tu veux dire, d'intégrer les connaissances. Oui, c'est ça. OK? Fait qu'en théorie, je ne laisserai jamais de revenus s'imposer dans une fiducie. Sauf une petite exception que je vous dis tantôt. Okay, on y arrive. Mais 95% du temps, on ne laisse pas de revenus dans la fiducie. On s'impose à 53,3. Parfait. Donc, ça, c'est le calcul du revenu. L'impôt. OK, maintenant, l'impôt, ça, c'est une autre chose. Comment s'appliquent les règles d'impôt sur le revenu? Je vais faire 3 catégories de fiducies. Suivez-moi 3 catégories. Toutes les fiducies non testamentaires, il n'y a aucun crédit personnel, il n'y a pas de crédit personnel de base. OK, bien sûr. Puis, c'est le taux maximum, c'est 53 points. Donc, il n'y a pas de surprise. Là, je vous ai dit 95% du temps, ça va être ça. Donc, toutes les fiducies non testamentaire, je prends mon revenu, j'applique 53,3, le revenu qui est dans la fiducie. Ça m'a fait l'exercice, je n'ai pas de souplesse, c'est 31 décembre. C'est là que je dis un peu la question qui a été souvent un peu par Amélie tantôt, je l'écris ici. Là. Si jamais vous avez une fiducie, puis le bénéficiaire, c'est une personne handicapée, il y a toutes sortes de règles de fractionnement d'impôt, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire. J'en parle pas, c'est dans le volume, j'en parle pas, parce que ça va à l'inverse de ce que je t'apprends vous expliquer présentement. Je ne veux pas vous mériter pour rien que ça, mais si jamais vous aviez dans votre vie autour de vous une fiducie puis des enfants qui sont handicapés bénéficiaires, il y a plein de choses fiscales qu'on peut faire pour réduire l'impôt. Okay. Je vous le dis. Donc, fiducie non testamentaire, 53,3. Deuxième catégorie que je veux vous dire, c'est fiducie testamentaire autre que la succession. Donc, toutes les autres fiducies testamentaires qui ne sont pas la succession, c'est la même histoire que tantôt. C'est la même affaire que non testamentaire. 31 décembre, 53,3. Et là, j'arrive avec le 5%. Là, j'arrive, là, levez la tête, là, écoutez tout, là.
c'est là l'exception. L'exception, ça vient. Vous avertis. Regardez ça, l'exception, c'est quoi? Juste pour la succession. Juste pendant les premiers 36 mois, juste pendant les premiers 3 ans, si elle dure 3 ans, ça dure 1 an, juste pendant 1 an, ça dure 2 ans pendant 2 ans, ça dure 4 ans, juste les 3 premières années, la 4e année, on revient à 53,3. Mais une succession, les 36 premiers mois, progressivité des taux. J'utilise ma belle table d'impôt avec le petit impôt, là, regardez comme il est beau. Là, c'est à 26,53. Ça dure un petit bout. J'ai un petit bout à 31 points. Tu sais, la petite impôt, là. Pas de l'impôt à 53,3 là, que je suis, là. Tout de la petite impôt. Fait que progressivité des taux. Juste 36 premiers mois. Fait qu'il y a comme un élément de planif, là. Marc, est-ce que ça veut dire que finalement, s'il y a des revenus qui sont générés en succession, tu serais peut-être motivé de ne pas me presser puis liquider après 36 mois ou sur 36 mois? Oui, ça peut vouloir dire ça. Parce que si les bénéficiaires ou les héritiers dans ce-ci sont imposés déjà à 53,2 parce qu'ils ont des revenus, là, ils font 250 000 par année, il y a quelque chose à faire là. OK? Fait que, avant, il y a beaucoup de planification de fractionnement possible. Avant, bon vieux temps, je dis encore de la plus fort que moi j'en parle. 2016 et avant, les fiducies testamentaires, tout progressif, toute la gang, aïe, que c'était un peu l'époque, c'était complètement illogique et inéquitable, mais c'était le Far West, mais c'était ça. Mais là maintenant, c'est juste, je le dis une dernière fois, c'est juste la succession, 36 premiers mois, exercice, pour première année, j'ai le droit au taux progressif. Sauf, j'ai pas le droit au crédit personnel. Bon, là, je vous le dis d'avance, comment je fais pour utiliser la table d'impôt pour calculer l'impôt progressif d'une succession 36 premiers mois si c'est la table d'impôt des particuliers, mais je n'ai pas le droit au crédit personnel de base? Je vais vous le dire de la façon suivante. La table d'impôt ici, quand vous regardez pour 120 000, ça donne 35 827 d'impôt. Ça veut dire que je tiens compte évidemment de l'impôt à payer puis d'un seul crédit. Ben, 2 crédits. Crédit personnel de base au fédéral, crédit personnel de base au Québec. Donc, dans le 35 827, j'ai l'effet réducteur du crédit personnel de base fédéral Québec. Donc, si je n'ai pas droit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans mon calcul? Je prends mon 35 827, puis je rajoute la valeur fiscale du crédit personnel de base. Et vous l'avez. La valeur, on voit la peine. Moment dramatique. Okay? Donc, vous l'avez le crédit personnel de base. Regardez, le fédéral, 15 000 il n'y a pas d'impôt jusqu'à 15 000. Puis à partir de 15 000, tu as 12,53. Ça, c'est juste le côté fédéral. Donc, quelle est la valeur du crédit personnel de base fédéral? 15 000 fois 12,53. Ça, je rajoute ça. Quelle est la valeur du crédit personnel de base du Québec? Ben, c'est 17 183 fois 14 C'est 14 le crédit personnel de base au Québec. De 26,53 moins 12,53. Donc, je rajoute aussi 17 183 plus 14 et je vais avoir l'impôt progressif, payable dans les successions en tenant compte de la table, mais en enlevant l'effet du crédit personnel parce qu'on n'a pas de crédit. Vendredi à 11h11, là, c'est peut-être un peu pesant, mais vous allez comprendre. Regardez ça, puis si vous ne comprenez pas, vous parlez de ça la semaine prochaine. De toute façon, on va le faire. La semaine prochaine, on va faire un mini-cas qui va faire intervenir cette émission. On viendra là-dessus au besoin. OK? Donc, 36 premiers mois seulement, aucun crédit personnel, fin d'année au choix. Si ça dure plus que 3 ans, qu'est-ce qui se passe à partir de la 4e année? On revient avec les règles de 53,3 puis un 31 %. Okay? Donc, ça, c'est capitalisation. Vous dire que, OK, les revenus gagnés par la succession se calculent comme n'importe quel revenu, comme n'importe quel particulier, 3A, 3B, 3C. Tu sais, c'est du gain capital, du gain capital, de l'intérêt. Juste vous dire que quand ces revenus-là sont payés aux bénéficiaires, ils gardent cette catégorisation-là. Ils gardent cette classification de revenus-là. Donc, si du revenu d'intérêt gagné par la fiducie, puis je paye le revenu d'intérêt aux bénéficiaires, pour les bénéficiaires, ce n'est pas un revenu de fiducie,
c'est un revenu fiduciaire, mais au sens fiscal, c'est considéré comme un revenu d'intérêt. Donc, ça suit la catégorisation. Jusque-là, pas bien excitant ce que je raconte. Tu sais, je dis, OK, un dividende dans la succession, s'il est payé à fiducie, devient un dividende pour le bénéficiaire. OK, le revenu d'intérêt, revenu d'occasion, c'est pas vraiment excitant. Où ça devient excitant, c'est quand la succession fait un gain en capital sur des actions admissibles de cette entreprise, ça devient quoi pour le bénéficiaire? Ça devient du gain en capital sur des actions admissibles de l'entreprise. Tu me dis quoi, ça? Tu peux prendre un exemple. Fait que manquez pas ça, la semaine prochaine, c'est l'artifice. À la fin du cours, on va faire une multiplication d'exonération avec la fiducie non testamentaire. Toutes les PME du Québec sont toutes les mêmes pour multiplier l'exo. Okay? Fait que, on parlera de ça, mais gardez que la catégorisation des revenus dans la fiducie demeure la même catégorie pour le bénéficiaire qui reçoit. On garde la même étiquette de revenu. Donc, la nature du revenu est reconduite au bénéficiaire. OK, ça, je pense que c'est 19 minutes, mais OK, ça, c'est la dernière règle. Vous êtes hyper patient, vous êtes vraiment attentif, vous êtes bon. Juste voir, là, mais je pense que pas faire des fausses. Ouais, ça, on ne reviendra pas là-dessus. OK, la dernière étape qui est importante, 7e règle que je vais vous parler. Okay? Vous avez tous compris que quand on transfère un bien à une fiducie, qu'elle soit testamentaire ou non testamentaire, quand on remet le bien de la fiducie au bénéficiaire, c'est un roulement. Okay, on l'a dit plusieurs fois, là, rappelez-vous de ça. C'est un roulement. OK? Il est possible de manquer son roulement. On ne veut pas manquer son roulement, c'est une boulette majeure, mais il est possible de manquer son roulement. Comment on fait pour manquer son roulement et perdre un client? Ben, tu attends le 21e anniversaire, tu dépasses le 21e anniversaire de la fiducie, du transfert du bien dans la fiducie. Si tu dépasses 21 ans, il y a une disposition réputée à juste valeur marchande dans la fiducie. OK? Donc, je veux juste vous l'illustrer avec un exemple concret. OK? J'achète un immeuble locatif 1 million, on est le 1er janvier 2019. Je viens de l'acheter, fait que ça ne me dérange pas de le transférer, comme on l'a dit, à la fiducie, parce que je transfère à juste valeur marchande 1 million, on peut payer 1 million, 0 d'impôt. L'immeuble locatif est rendu en fiducie. On est le 31 décembre 2039. Ça, c'est 20 ans et 364 jours. L'horloge fait tic-toc, tic-toc, tic-toc. Il reste une journée pour remettre le bien en roulement. Parce que si on passe cette journée-là, on devient 21 ans de transfert du bien. Et là, il y a une disposition à juste valeur marchande. Vous comprenez que ça vaut 1 million quand je le transfère. Le PBA dans la fiducie, c'est 1 million. Le 21e anniversaire et 364 jours, ça vaut 3 millions. Fait que j'ai un impôt là-dedans de 3 millions et 1 million. OK? Si je le remets le 31 décembre 2039 avant le 21e anniversaire, ça va sortir à 1 million. Pas d'impôt. Un roulement, c'est ça qu'on se disait. Mais si je passe tout droit, transfert à 3 millions, donc gain 2 millions ici. Okay? Pour faire ça, est-ce que j'ai vu ça dans la vie rêvée? Non. Mais il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est une règle vraiment. Puis pourquoi? Ben, c'est que le fils ne souhaitait pas qu'on reporte de façon indéfinie, intergénérationnellement, les gains à capital potentiels. Et comment ils se disent, OK, remets-le à l'enfant. Puis lui, à un moment donné, il va s'imposer quand il va vendre ou quand il va décéder. Vous comprenez? On ne voulait pas mettre ça à l'abri d'impôt pour toujours. Fait que, faites attention, juridiquement, la fiducie, ça peut durer 150 ans. Il n'y a pas de problème. Ça peut durer 100 ans. Mais au niveau fiscal, après 21 ans pour un bien, il y a une disposition à la marchande. Il faut le remettre avant. Fait que la journée là, est super importante. Mais ça créerait un impôt involontaire de 500 000 ici. 3 millions moins 1 million. Oui. Si ça peut durer aussi longtemps, est-ce que tu peux changer dans le temps les bénéficiaires, tu sais, si tu as des nouveaux enfants ou si... OK. Ça, c'est quelque chose que je disais des fois quand j'introduisais le sujet. Des fois, je le dis, des fois, je ne le dis pas. Puis c'est un peu bizarre, mais tu me poses la question, je vais répondre. Faites attention. Une fiducie, l'acte de fiducie dans une fiducie, les fiduciaires, ce n'est pas une structure, ce n'est pas un document qui change vraiment. Qui change. C'est pas comme une convention entre actionnaires. Ça ne change pas vraiment. Donc, vous comprenez dans l'exemple de la fiducie familiale, discrétionnaire, non testamentaire, je vous ai montré depuis le début. J'ai enfant 1, j'ai enfant 2, j'ai la conjointe, j'ai moi, c'est moi l'auteur, c'est mes bébelles.
OK? Bon, vous comprenez que dans la vraie vie, la vie moderne, là, si moi j'ai 40 ans, puis ma blonde a 39 ans, pas impossible, je ne souhaite pas, mais on se sépare, on se divorce. Là, moi, j'ai d'autres enfants plus tard, puis toute ma valeur est là-dedans, mes actions de mon entreprise est là-dedans. Les autres enfants, ils n'auront pas accès à ça? Non. Fait qu'il y a une clause très bizarre, là, c'est là que j'arrive avec le punch, clause très bizarre que vous pouvez voir, que quand tu as 39 ans et 40 ans, bon, c'est le même, c'est la vie moderne, si on n'est pas trop hystérique, on est reste rationnel, on peut le comprendre. Mais la clause, c'est de dire, sont nommés bénéficiaires, enfant 1, enfant 2, et tout enfant à naître de nom d'auteur, OK? Comme je dis, quand tu as 39 ans, 40 ans, c'est bizarre, hein? Mais c'est ça. Mais là, si tu as 65 ans, puis ta blonde a 66 ans, là, ça fait pas de souper le vendredi soir, là, quand tu regardes la c'est comme ça, là, ça fait un peu folklorique, mais c'est la réalité, c'est ça. Mais si t'es pour te séparer ou divorcer, c'est-tu mieux de remettre les biens? Tu sais, ça reste toujours ta conjointe quand même, mais tu sais. Ouais, mais c'est discrétionnaire. C'est discrétionnaire, fait que, mettons que la conjointe est là, il faut qu'elle reste, là, elle va rester là. Elle va sécher là. Non, mais tu comprends, je veux dire, c'est ça, c'est ça que c'est une discrétionnaire. C'est pour ça que c'est la gang à monsieur. Mais j'aime tes questions parce que ça nous permet d'illustrer encore plus les choses que j'essayais de dire au début. Ouais. OK. Bon, ben, excellent, merci. Faites ça pas, c'est là, cette achat que j'ai décidé là, depuis un an de pour les présenter. C'est un peu dur à suivre. C'est là qui reste, on peut les enlever. Oui, vous pouvez les enlever, sauf la dernière, ça va être le cas de la semaine prochaine. Tu sais, je ne veux pas garder trop tard, mais j'ai pas eu le temps non plus à Terrebonne mardi. Fait que ça, on va revenir sur cette dernière acétate-là. Ça va être un petit mini-cas qu'on va commencer avec ça la semaine prochaine. C'est une bonne fin de semaine, puis on se voit la semaine prochaine.